bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous également qui nous rejoignez à distance. Je suis ravie de vous voir aussi nombreuses, aussi nombreux. Merci de nous retrouver pour cette conférence consacrée au rapport 2024 de la Croix-Rouge française sur la résilience de notre société. C'est la deuxième édition de ce rapport annuel réalisé avec le concours du CREDOC et l'appui de la Fondation Croix-Rouge française. Cette année, les travaux portent sur les événements climatiques extrêmes. Sommes-nous prêts à l'inévitable ? Question éminemment d'actualité, comme vous avez pu le voir dans le zapping qui a ouvert cette intervention. Alors pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous allons faire appel à l'expérience et aux réflexions des associations, des organisations professionnelles, des acteurs de la solidarité, en bref, tout le riche écosystème de la Croix-Rouge française. Et tout d'abord, je vais vous proposer de questionner certaines de vos idées reçues sur ce sujet, ce qui va me permettre de commencer à poser quelques chiffres importants. Première question que j'ai pour vous. Alors c'est un faux quiz, hein, vous réfléchissez dans votre esprit, vous ne levez pas la main pour me donner votre réponse, mais voici la première question que j'ai pour vous. Combien de Français sont, à votre avis, exposés au risque d'inondation? Est-ce 15 millions? Est-ce 27 millions? Ou est-ce 44 millions? Quelques secondes pour vous mettre d'accord avec vous-même sur la réponse à cette question. Et puis on découvre la bonne réponse ici à l'écran. Regardez, c'est 44 millions de Français. C'est un chiffre énorme, 44 millions de Français qui sont exposés au risque d'inondation. Il se trouve que les inondations constituent le principal risque naturel en France. Et donc, vous le voyez, les 2/3 de la population française y sont confrontés avec des conséquences psychiques, psychologiques, économiques aussi, qui sont très fortes. On aura l'occasion d'en parler. Deuxième question pour vous. Dans les années 80, nous supportions en moyenne 2 jours de canicule. Combien en a-t-on supporté selon vous l'été dernier? Est-ce 27 jours, 42 jours ou 53 jours, à votre avis? Et on va découvrir la réponse ensemble. Regardez, en 2023, nous avons connu en France 42 jours de canicule, alors que l'année 2023 a été la plus chaude dans le monde, c'était 2022 en France. Eh bien, nous avons vécu ces 4 périodes de canicule qui se sont succédées de juillet à mi-septembre. Troisième question, mettez-vous en situation. Vous êtes au cœur d'une catastrophe climatique. Vous devez appeler les secours pour obtenir des informations. Est-ce vrai ou faux, cette affirmation? Quand vous êtes au cœur d'une catastrophe climatique, est-ce qu'il faut appeler les secours pour obtenir des informations? Je l'avais dit, le but, c'est de questionner nos idées reçues aux unes et aux autres. Voici la bonne réponse. Eh bien, c'est à éviter, bien sûr, tant que vous n'êtes pas en danger. Ce qui peut se passer, c'est qu'en voulant absolument joindre les secours, en réalité, vous handicapez leur réponse, puisque vous pouvez provoquer la saturation des lignes téléphoniques, ralentir l'action des secours. Donc les appels urgents, c'est uniquement quand c'est urgent. Ça vaut le coup de le rappeler. Allez, quatrième et dernière question pour vous. Celle-ci, elle m'a particulièrement fait réfléchir. On va voir si c'est le cas pour vous également. En cas de catastrophe climatique, que faites-vous? Est-ce que vous allez chercher vos enfants à l'école? Oui ou non? Est-ce que cette information est vraie ou fausse? Que faites-vous en cas de catastrophe climatique? Est-ce que vous allez chercher vos enfants à l'école? Ah, je vous avais dit, hein, c'est une question qui fait un peu réfléchir. Voici la bonne réponse. La réponse, c'est non. Vous n'allez pas chercher vos enfants à l'école, même si c'est le premier réflexe naturel que je pense que nous aurions tous. C'est le réflexe que 30% des Français qui ont répondu à cette question ont eu. Mais en réalité,
ce que vous faites, c'est que vous créez de l'afflux sur les réseaux routiers. Vous pouvez encore une fois ralentir les secours et puis finalement peut-être vous mettre en danger en vous retrouvant coincé sur la route avec vos enfants, certes, mais coincés. Voilà. Quelques éléments de réflexion que vous retrouverez détaillés dans ce rapport 2024 sur la résilience de la Croix-Rouge française. Et pour ouvrir cette conférence, je vous demande de bien vouloir accueillir chaleureusement le président de la Croix-Rouge française, M. Philippe Dacosta. Cela fait plus de 10 ans que nous vivons ici et nous n'avons jamais été inondés. En quelques heures, notre sous-sol s'est rempli d'eau. Nous avons dû partir très vite et tout laisser derrière nous. Nous avons vécu 3 inondations coup sur coup. Aujourd'hui, on surveille le niveau de l'eau, on vit dans la peur que ça recommence. Mesdames et messieurs, chers amis, le récit de Marjorie que j'ai souhaité partager avec vous en ouverture de cette conférence relate un drame personnel. Celui d'une famille du Pas-de-Calais dont le destin a été déchiré par la montée des eaux et qui vit aujourd'hui avec les autres stigmates de cette stratégie. Or, aujourd'hui en France, les 2/3 de la population sont exposés aux inondations et aux mouvements de terrain. Les catastrophes d'origine naturelle de tout type sont par ailleurs plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Elles menacent l'ensemble des territoires de l'Hexagone et d'outre-mer. Rappelons enfin que l'année dernière était la plus chaude depuis 100 000 ans. Ce récit, loin d'être un cas isolé, pourrait donc devenir celui de milliers de nos concitoyens dans les années à venir. Il témoigne d'une nouvelle réalité façonnée par le choc climatique. Une nouvelle réalité qui s'impose à nous. Pour la Croix-Rouge française, qui, au sein du plus grand mouvement humanitaire au monde, porte secours depuis 160 ans, nous avons voulu témoigner et alerter quant aux conséquences de cette nouvelle ère. Que ce soit dans les Hauts-de-France, avec les inondations, en Vendée, face à Xynthia, ou encore aux Antilles, lors de l'ouragan Irma, les volontaires de la Croix-Rouge vivent ces ruptures. Leurs heures de bénévolat sur le terrain auprès des victimes augmentent sans cesse. En tant qu'intervenants de première ligne, ils éprouvent ces déséquilibres. Ils sont d'ailleurs souvent eux-mêmes touchés par ces événements. Acteurs du secours et de l'accompagnement social, mais aussi témoins. Ils sont donc en capacité de saisir ces nouvelles réalités, de retranscrire l'étendue des catastrophes. Et c'est dans ce contexte marqué par des bouleversements profonds au sein d'une société qui semble parfois désarmée que nous publions le 2e rapport, la 2e édition de ce rapport sur la résilience de la population française. Il est le fruit d'une collaboration unique et cette étude s'appuie sur des indicateurs variés et une analyse scientifique élaborée grâce au concours du CREDOC et de la Fondation de la Croix-Rouge française. Mais vous l'aurez compris, elle donne aussi une voix au vécu, aux espérances, à celles et ceux qui ont subi et affronté ces crises. Ce rapport met notamment en lumière 2 constats qui, je crois, doivent collectivement nous interpeller. Tout d'abord, les plus fragiles, notamment les personnes isolées et sans abri, demeurent les premiers touchés par les événements climatiques extrêmes. Il y a aujourd'hui plus de 5 millions de personnes isolées et 330 000 sans-abri dans notre pays. Or, il est de notre devoir de garantir la protection de chacune et chacun face à la tempête, la montée des eaux ou encore la canicule. Nous touchons là
à un principe d'humanité et de dignité. Ensuite, nous ne pouvons plus faire l'impasse sur les séquelles invisibles laissées par ces tragédies. Entre 20 et 50% des personnes exposées à un événement climatique extrême développent des troubles psychologiques. On a tendance à penser que la catastrophe se situe dans l'immeuble qui s'effondre et dans l'eau qui s'engouffre, bien entendu. Mais la réelle catastrophe, pour nos volontaires, ce n'est pas la maison en ruine. C'est le regard brisé de la personne qui réalise qu'elle vient de tout perdre. Rien n'équivaut aux dégâts humains et pourtant, ils sont si peu évoqués. Face à la gravité de ces constats, il est de notre devoir d'appeler à l'action et de contribuer à une réflexion collective. Nous cherchons à élaborer des propositions sur la base d'une conviction simple. Nous devons mettre le citoyen au cœur de la réponse aux crises, c'est-à-dire permettre à chacune et chacun de se former, de s'équiper et d'être en capacité de se protéger, de s'appuyer sur des bonnes pratiques et des bons réflexes, permettre finalement à chacun de prendre sa part, son destin en main, de pouvoir s'occuper de soi et autour de soi. Cette réflexion et cette prise de conscience citoyenne sont déjà pleinement engagées en matière d'atténuation. Mais elles doivent désormais s'étendre avec la même vigueur à l'adaptation, c'est-à-dire aborder la question de l'empreinte carbone, de la sobriété et en même temps celle de la préparation. Enseigner d'un côté des comportements plus respectueux de l'environnement et de l'autre des comportements pour faire face aux catastrophes. C'est vers cet ensemble où chaque citoyen devient pleinement acteur face au choc climatique que nous devons avancer. Parce qu'en plus, ce que nous constatons à la Croix-Rouge et qui, je crois, doit être pour nous tous une formidable source d'énergie, c'est que la préparation, l'action, l'engagement nourrissent l'espoir. Elles nous incitent à ne pas baisser les bras. Elles nous rappellent notre force en tant qu'individus, notre capacité à agir et à faire une différence. Préparons donc les populations à faire face aux crises, à devenir le premier maillon de l'adaptation au changement climatique. Voici, en quelques mots, les enjeux de la conversation que nous souhaitons engager avec vous aujourd'hui ce soir. Je souhaite remercier très chaleureusement nos invités et nos partenaires qui, par leur présence, leur contribution et pour les engagements que nous menons ensemble. Par-dessus tout, nous souhaitons que ce rapport devienne un rendez-vous annuel pour l'ensemble de notre société, l'ensemble des acteurs qui se sentent concernés, qu'il devienne un moment de mobilisation collective qui nous permet de rappeler que la préparation face aux crises est l'affaire de tous et que nous pouvons tous agir. Je vous remercie. Un grand merci. Un grand merci, Monsieur le Président. Je vous laisse rejoindre vos invités dans la salle, participer à la réflexion collective. C'est bien l'objet de cette conférence que nous avons divisée en deux grandes séquences, constat et propositions de solutions. Le constat tout d'abord, alors pour souligner l'urgence posée par les crises climatiques extrêmes que nous rencontrons à l'échelle de la planète, écoutez ce témoignage très fort d'une représentante de la Croix-Rouge mongole. C'est une catastrophe naturelle qui est provoquée par une quantité importante de la neige et c'est lié à un changement climatique que la Mongolie traverse dans toutes les saisons. À la fin de 2023, on a eu une quantité importante de la pluie
ce qui est très rare à cette époque et qui était ensuite suivi par un congèle. Et on a eu brusquement une température qui est descendue jusqu'à -10. Et cela a créé une couche importante de glace sur le sol qui fait que le bétail ne peut pas accéder à la nourriture facilement. On n'a pas eu cette catégorie de zout depuis 50 ans. Aujourd'hui, une perte de 6,6 millions de bétail dans toutes les régions. Cela constitue à peu près 10% de cheptel de la Mongolie. On parle de presque de 100 000 familles qui ont du mal à se sortir et il y en a certains qui se trouvaient sans aucun moyen de vie dans différentes régions. Cette situation engendre également des problèmes sociaux. On a une augmentation des cas de violences conjugales et également aussi on va faire attention dès aujourd'hui à des gens qui souffrent des maladies mentales. La Croix-Rouge mongole apporte les 3 types d'aide de soutien aux nomades. Premièrement, c'est l'argent liquide. Ce sont des petites sommes d'argent qui sont versées sur le compte de chef de famille et également on apporte des paquets alimentaires constitués de farine, de riz, de l'huile, etc. Et aussi on fournit aux nomades des paquets pour les animaux, qui est composé des minéraux, du sel et de l'huile pour engrasser les pâtes. Ce sont des produits vraiment de premier besoin. On nous pose des questions sur est-ce qu'il est possible de prévenir à ce que les nomades subissent des conséquences des catastrophes naturelles. Pour cette raison-là, on commence à déployer une action, ce qu'on appelle en anglais Anticipatory Action, pour justement donner de l'aide pour que les nomades puissent se préparer et subissent avec beaucoup moins de conséquences les catastrophes naturelles. Voilà, pour cette illustration concrète de ces crises climatiques dont on peut mesurer, vous l'avez vu, les conséquences économiques et humaines, des thématiques qu'on abordera dans la table ronde à venir. Tout d'abord, pour poser plus largement le constat, je vais céder la parole à notre grand témoin. Il s'agit de Valérie Masson-Delmotte. Vous la connaissez, elle est chercheuse en sciences du climat à l'université Paris-Saclay. Elle a co-présidé le groupe de travail du GIEC sur le climat. Elle est membre du Haut Conseil pour le climat et à ce titre, elle conseille et évalue les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Merci d'accueillir Valérie Masson-Delmotte. Allez-y, démarrez, je vous apporte le clicker dont vous avez besoin. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Et en fait, en vous écoutant, Monsieur le Président, je veux d'abord rendre hommage à tout ce qui est fait par la Croix-Rouge française. Et quand j'essayais de résumer les points clés du rapport de synthèse du GIEC de 2023, il y a un an, j'utilisais 3 mots. La gravité de la situation actuelle, l'urgence par rapport à des futurs qui seront difficiles à gérer, et puis la capacité à agir, et ça fait vraiment écho aux propos que vous teniez. Alors, j'espère qu'on va pouvoir passer sur le début de la présentation. Ma première diapositive visait à présenter donc, le réchauffement actuel sous forme de ces barres de couleurs et ensuite les projections, les meilleures estimations de l'évolution future de la température en fonction de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que des trajectoires d'émissions très élevées sont maintenant moins plausibles, du fait des politiques publiques qui sont mises en œuvre, du fait des solutions technologiques qui permettent, par exemple, de produire de l'électricité bas carbone à un coût plus abordable. On est plutôt parti sur une trajectoire intermédiaire qui nous amènerait à dépasser 1,5 degré de réchauffement planétaire la prochaine décennie, en moyenne sur 20 ans, pas pour une année, dépasser 2 degrés à horizon 2050 dans le monde et être proche de 3 degrés dans le monde en fin de siècle. Mais avec des réductions plus massives des émissions de gaz à effet de serre à court terme,
on peut contenir le niveau de réchauffement planétaire sous 2 degrés dans la deuxième moitié de ce siècle. Cela dépend des choix qui vont être faits, des actions qui vont être mises en œuvre à la Croix-Rouge et ailleurs. Et puis on a humanisé cette figure en ajoutant des personnes d'âges différents. Vous avez fait référence aux vulnérabilités. Des personnes plus âgées, quand elles sont isolées, qui sont plus vulnérables, mais aussi les enfants, qui portent des vulnérabilités particulières. Et les enfants d'aujourd'hui, par exemple, seront 7 fois plus exposés à des canicules que les personnes nées dans les années 1960. Ça pose aussi des questions de justice et de justice entre générations, bien sûr. Diapo suivante. Donc, premier volet, on a une action pour le climat qui monte en puissance, mais néanmoins, la cause du réchauffement planétaire, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde continuent à augmenter. En France, comme dans une vingtaine de pays, elles diminuent. Et elles diminuent de manière nette, ça a été aussi le cas l'année dernière. Néanmoins, cette évolution est trop lente. Donc, au niveau mondial, on a encore des émissions qui augmentent. Et si vous regardez à horizon 2030, les promesses faites par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, si elles se réalisent, conduiraient à une baisse de l'ordre de 2 à 5% des émissions mondiales. Les avancées de la COP28, si elles se réalisent, pourraient permettre d'atteindre une baisse de l'ordre de 10% à horizon 2030. On voit que ça avance dans la bonne direction, mais pas assez vite. Diapositive suivante. Donc je rappelle, ce réchauffement planétaire qu'on voyait tout à l'heure sous forme de barres, vous avez ici la réactualisation de l'Organisation météorologique mondiale jusqu'à l'ensemble de l'année 2023. Et tous les ans, en fait, on remet à jour les indicateurs clés de l'état du climat, de l'influence humaine. Le travail vient d'être finalisé pour l'année 2023 et sera publié probablement, je l'espère, d'ici le mois de juin. Donc, on voit en fait une année 2023 record au niveau mondial, notamment parce qu'on a un événement El Niño dans les tropiques, donc de la variabilité naturelle du climat qui joue dans le même sens que l'influence humaine et donc qui fait entrer dans des records de température à l'échelle mondiale. Je rappelle également que sur le réchauffement observé sur les derniers 10 ans, 1,2 degré de plus, c'était toujours la diapo d'avant, notre meilleure estimation à ce jour est que pour ce réchauffement par rapport au climat pré-industriel, il est intégralement dû aux conséquences des activités humaines. L'effet réchauffant des gaz à effet de serre qui continue à augmenter s'ajoute à la réduction de l'effet parasol des particules de pollution qu'on émet moins, tant mieux, ça améliore la qualité de l'air, mais du coup, on dévoile une partie de ce réchauffement qui était précédemment masquée. Et vous voyez également qu'en France métropolitaine, comme sur tous les continents, le réchauffement est plus prononcé que la moyenne planétaire. Diapo suivante. Une des caractéristiques directes en lien avec le niveau de réchauffement planétaire dû aux activités humaines, c'est une augmentation de la fréquence et de l'intensité d'un ensemble d'événements extrêmes et d'événements extrêmes à fort impact. C'est le cas pour les vagues de chaleur ou les canicules, au-dessus des continents comme en mer. C'est également le cas pour les sécheresses qui concernent l'humidité des sols, parce qu'une atmosphère plus chaude, elle va vider plus rapidement les sols de leur humidité en renforçant l'évaporation, et donc elle va transformer une période parfois banale de manque de pluie en sécheresse plus grave. Et bien sûr, ça affecte les activités agricoles, les maisons situées sur les sols argileux en France, mais également les écosystèmes comme les forêts, avec une augmentation de la mortalité des arbres et des dépérissements de forêts en métropole. Et enfin, un climat plus chaud dope la quantité de vapeur d'eau que l'atmosphère peut contenir, 7% en plus par degré de réchauffement, et donc ça augmente l'intensité des pluies torrentielles en relation directe avec le niveau de réchauffement planétaire. Et dans le monde, on a 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique. Ces personnes ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre historiques et à ce jour, et sont disproportionnellement exposées à ces conséquences. C'est vraiment cet enjeu également de justice climatique qui est très présent. Diapositive suivante. C'est pour rendre hommage à tous ceux qui apportent les secours d'urgence dans toutes les régions du monde. Là, c'est une image du Chili, une image d'évacuation de camping dans le sud de la France l'année dernière, je crois. Les inondations dont vous avez parlé, madame, et vraiment pour rendre hommage à tous les bénévoles de la Croix-Rouge
qui apportent un secours d'urgence aux personnes les plus fragiles dans ces contextes difficiles. Et j'ai ajouté une photo des récifs de coraux tropicaux parce que les vulnérabilités sont aussi présentes pour les écosystèmes. Du côté de la Grande Barrière de Corail, par exemple en Australie, on a eu 5 phénomènes de blanchissement de coraux en 8 ans, avec des vagues de chaleur marine plus fréquentes, plus intenses. Et bien sûr, cela affecte aussi les écosystèmes et les services qu'ils rendent aux communautés humaines qui en dépendent le plus directement pour leurs ressources ou via, par exemple, le tourisme. Diapositive suivante. Je voulais mettre l'accent sur les enjeux de santé. Donc, le stress thermique affecte la santé humaine. La mortalité, la morbidité, une surmortalité importante, notamment en France comme en Europe, qui touche pour 3/4 des personnes de plus de 75 ans, davantage les femmes que les hommes, et pour lesquelles des femmes âgées suisses ont porté un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a reconnu que, par exemple, la Suisse n'agissait pas assez pour protéger ces femmes âgées plus vulnérables que les autres face à l'intensification des extrêmes chauds. Ça affecte également, donc, lors notamment des déplacements, que ce soit pour des incendies ou pour des logements inondés. Cela affecte la santé mentale avec des effets de stress post-traumatique qui peuvent persister pendant des mois et être réactualisés lorsque les informations témoignent d'autres événements de ce type dans d'autres régions du monde. Dans certaines régions, cela aggrave l'insécurité alimentaire. Par exemple, si les personnes ne peuvent pas avoir une activité physique en extérieur pour la production agricole, pas de revenus, et le même événement va toucher les rendements agricoles localement, ce qui va rendre plus cher l'acquisition de l'alimentation sur les marchés locaux. C'est un facteur, en fait, de malnutrition. Cela affecte les maladies, les vecteurs de maladies, par exemple transportés par les moustiques tigres ou bien les tiques, qui affectent aussi la santé humaine. On a un indice de vigilance élevé sur la dengue, y compris en métropole, dans le contexte actuel. Et puis, un ensemble de dimensions de santé mentale, donc les traumatismes liés à l'effet direct et au déplacement, les pertes de repères culturels, le sentiment de deuil par rapport à des forêts, des plages ou des glaciers, ce qu'on appelle la solastalgie, et puis par procuration, par empathie, ce qu'on appelle aussi l'éco-anxiété, qu'il est nécessaire de surmonter en donnant des cadres d'engagement pour ceux qui, justement, souhaitent aider les autres, comme par exemple à la Croix-Rouge. Diapo suivante. Donc, dans le monde, ce qu'on observe, c'est une aggravation des pertes et de dommages dues au changement climatique résultant de nos émissions de gaz à effet de serre, qui vont toucher l'aggravation des situations de pénurie d'eau, des baisses de rendement de culture, de pêcherie, d'élevage, une augmentation des dommages en termes de santé et de bien-être. C'est surtout les plus extrêmes qui affectent les villes et les infrastructures, avec des effets économiques parfois à long terme, notamment parce qu'on observe une intensification des cyclones tropicaux les plus violents, qui ont des dommages considérables. Et puis, la moitié des espèces étudiées se déplacent, avec une dégradation de l'état des écosystèmes du fait de ce climat qui change. Donc, à retenir, ces conséquences que l'on observe sont dues à un ensemble de facteurs climatiques. On en a identifié 33, souvent des facteurs combinés dans chaque région du monde, et dont les caractéristiques vont continuer à changer à mesure de chaque incrément de réchauffement climatique supplémentaire. Et la France, en fait, n'est pas prête pour y faire face, comme vous le soulignez, avec cet enjeu de culture du risque, mais aussi d'adaptation qui prépare mieux à ces caractéristiques qui vont continuer à changer. Diapo suivante. Donc en France, vous l'avez souligné, il y a une partie importante de la population qui est exposée au risque d'inondation parce qu'on a construit aussi dans des zones inondables. On a également une exposition par rapport au mouvement des sols argileux, 10 millions de maisons. On a également une exposition par rapport au mouvement de terrain, notamment en montagne. Et puis on a un très grand littoral en métropole et dans les Outre-mer qui construit une exposition importante par rapport aux conséquences de la montée du niveau de la mer, qui est due à la fonte des glaciers du Groenland, de l'Antarctique, à l'accumulation de chaleur dans l'océan qui gonfle, et qui se manifeste déjà, par exemple, à Cayenne en Guyane, par une augmentation des inondations chroniques à marée haute. Dans les autres régions, une augmentation des records lors des tempêtes, et puis une augmentation de l'érosion des côtes sableuses. Diapo suivante. Donc si on regarde qu'aujourd'hui, en 2022, en 2023, les conséquences en métropole, ce que l'on voit en fait, c'est que le changement climatique touche durement les Français
et constitue un des défis les plus importants à relever ensemble. 2022, on estime que c'est environ 10 milliards de coûts pour les assureurs, mais il y a une partie des dommages, des pertes, des souffrances qui ne sont pas monétaires, qui sont, comme vous l'avez dit, monsieur, à l'échelle humaine et à l'échelle des plus vulnérables. Donc des vagues de chaleur de grande durée, des incendies difficiles à gérer, des dommages sur les écosystèmes, par exemple aquatiques, une fonte spectaculaire des glaciers, des mouvements des sols gelés en montagne, une augmentation de l'érosion dans certains contextes. Et puis 2023, ça a été marqué par, encore une fois, une vague de chaleur exceptionnelle. Un automne 2023 très chaud, on voit que ça touche le temps scolaire, par exemple, notamment au mois de septembre. Et puis, donc des forts contrastes avec encore dans les Pyrénées-Orientales une sécheresse très grave, comme en Espagne, comme au Maroc. Et en même temps, dans le nord de la France, des records de pluviométrie sur plusieurs mois, automne-hiver, avec des dommages estimés à 6,5 milliards d'euros à ce jour, notamment par rapport au risque d'inondation. Et puis, des records de température, des sécheresses historiques à Mayotte, avec des ruptures d'approvisionnement en eau potable qui touchent en fait toutes les conditions de base pour pouvoir vivre décemment, voilà, à l'échelle des familles et à l'échelle de la société. Diapo suivante. Je note en fait que la Convention des Nations Unies sur le changement climatique commence à prendre à bras-le-corps cet enjeu de solidarité par rapport aux pertes et dommages, avec bien sûr les responsabilités et les vulnérabilités qui sont hétérogènes, l'enjeu en fait de renforcer les inventaires nationaux d'impact, et vous avez un rôle à jouer pour mieux permettre de percevoir les vulnérabilités et adapter les réponses immédiates et à plus long terme. Rendre les informations climatiques plus accessibles et au service des citoyens, au service des utilisateurs, des systèmes d'alerte précoce qui touchent tout le monde et notamment les plus fragiles. Et en termes de solidarité, vous voyez le décalage entre ce qui serait nécessaire, donc pour juste pouvoir reconstruire post-catastrophe. Dans le monde, on estime que les besoins seraient de 100 à 400 milliards de dollars par an à horizon 2030. Le fonds qui a été mis en place est de 0,8 milliards de dollars, avec les États-Unis, premier émetteur historique, qui ont mis sur la table seulement 17 millions de dollars, donc qui ne veulent pas être redevables des pertes et des dommages liés à leur responsabilité d'action sur le climat. Ce fonds, c'est moins que les salaires des 3 footballeurs les mieux payés au monde. Ça pose des questions profondes sur nos choix de société et nos solidarités. Diapo suivante. Alors si on explore les futurs possibles, c'est une information qui est importante, parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder dans le rétroviseur, de réagir face à l'urgence, il s'agit d'anticiper. Et pour nous, que les connaissances scientifiques que l'on produit soient utiles pour permettre d'être mieux préparés, d'être plus résilients partout, dans tous les contextes. Donc bien sûr, l'évolution future, on l'a vu tout à l'heure, dépend des émissions de gaz à effet de serre, de la réponse du climat, du niveau de réchauffement planétaire, mais les risques ils vont dépendre aussi des expositions, des vulnérabilités, de nos réponses et de notre capacité à limiter justement ces vulnérabilités, renforcer la résilience des sociétés, des individus. Diapo suivante. Alors, à retenir, le niveau de réchauffement planétaire va continuer à dériver tant que le cumul passé, présent et futur des émissions de CO2 dues aux énergies fossiles, à la déforestation, continuera à augmenter. Il y a vraiment un effet cumulatif. Et la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à réduire massivement nos émissions de CO2, décarboner tous nos secteurs d'activité, au moment où on aura des émissions de CO2 à zéro net, on n'aura plus de réchauffement supplémentaire. Donc ça dépend vraiment de notre capacité à les réduire massivement avec le cumul le plus bas possible. Et tant que ça va dériver, ça va entraîner des conséquences dans chaque région du monde. Diapo suivante. Donc ça, c'est la version sophistiquée de ce que je vous montrais tout à l'heure avec les codes barres. Donc les trajectoires contrastées d'émissions de gaz à effet de serre qu'on explore, la quantification de l'évolution du climat planétaire, notre meilleure estimation, où vous voyez sur la courbe en jaune, qui est la plus proche des politiques publiques en œuvre dans le monde, que, comme vous le dites dans votre rapport, inéluctablement, du fait des émissions à venir, il faut se préparer à des événements extrêmes qui vont continuer à s'intensifier tant que le niveau de réchauffement planétaire continuera à dériver. On est parti pour l'instant pour que ça dérive sur les décennies à venir. Diapo suivante.
Donc plus le curseur monte au niveau planétaire, plus la température moyenne va monter dans chaque région. C'est ce qu'illustrent les courbes du haut. On peut aussi le regarder autrement. Le record de température en France en 2022, c'était 3 degrés de plus que le climat pré-industriel. Si la température mondiale à horizon 2050 monte de 2 degrés, ce qui est plausible, ça veut dire en fait qu'on aura en climat moyen un réchauffement de 3 degrés en France. Ça veut dire que ce qui était l'année record devient l'année moyenne. Donc quel est l'enjeu? C'est se préparer aux nouveaux records inédits qui vont se produire au fur et à mesure du réchauffement de la planète et de la France. En ce qui concerne les précipitations, vous voyez des changements contrastés. Une augmentation des précipitations au nord en moyenne annuelle, une tendance à la diminution des précipitations dans les régions méditerranéennes, donc qui vont connaître une aridification par cette diminution des précipitations plus prononcées en été, et ça concerne tout le territoire français. Donc un défi considérable, c'est anticiper une intensification du cycle de l'eau, de sa variabilité, des saisons et des événements très humides et très secs. Diapo suivante, et c'est ce qui est illustré ici. Donc là, il ne s'agit pas des changements moyens, mais des changements des événements extrêmes. Donc on s'attend à une augmentation des températures records, le jour le plus chaud de chaque année, plus prononcée que l'évolution de la température moyenne. C'est notamment le cas tout autour de la Méditerranée, un des points chauds du changement climatique avec de multiples aléas et des vulnérabilités qui sont présentes. Dans les régions au milieu qui apparaissent en orange, on s'attend à une baisse de l'humidité en moyenne des sols. Donc là, c'est vraiment une aridification du côté de l'Amazonie, le tour de la Méditerranée ou l'Afrique du Sud. Où déjà, en fait, dans certaines régions, on voit des conséquences graves de sécheresses récentes, y compris en termes d'insécurité alimentaire. Et puis enfin, même dans les régions qui s'aridifient, on projette une augmentation des pluies records. Et par exemple, du côté des épisodes cévenols, leur intensité a augmenté de 20% depuis les années 1960, et ça va se poursuivre, et les réseaux d'assainissement ne sont pas prêts. L'urbanisation, en fait, aggrave les extrêmes chauds avec les effets d'îlots de chaleur urbains et le ruissellement, donc crée des risques nouveaux, plus extrêmes et ruissellement rapide, qui demandent une réaction vraiment très rapide et une culture de ce risque, notamment dans les villes. Diapo suivante. Donc ça, c'est un rappel, en fait, plus le curseur monte, plus il faut se préparer à des extrêmes chauds, des pluies intenses, des sécheresses dans certaines régions, une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, une baisse de l'enneigement de printemps. Dans les Alpes, à 1500 mètres, c'est un moins d'enneigement en moins par degré de réchauffement planétaire, et un dégel des sols gelés également en montagne, qui est associé aussi à des risques, notamment sur les mouvements de terrain associés. Et donc l'enjeu, c'est passer d'une adaptation réactive, on est touché par un événement, on apprend à le gérer, à une adaptation qui soit plus transformatrice, en anticipant ces caractéristiques nouvelles, en allant chercher les retours d'expérience dans d'autres régions du monde, pour apprendre collectivement, plus rapidement, à mieux se préparer. Diapo suivante. Alors, on a des limites dures. Par exemple, plus le climat se réchauffe, plus les conditions chaudes et sèches propices aux incendies augmentent. Et donc, on va devoir mieux gérer le risque d'incendie sur des saisons plus longues, des régions plus larges. Et puis, ça fragilise la capacité de la végétation à stocker du carbone également. Du côté, pareil, des ressources en eau, cela va aggraver les situations de pénurie d'eau et affecter les arbres et leur capacité à stocker du carbone. Et on voit aujourd'hui qu'on est devant ces limites dures. Combien d'eau sera disponible sur les ressources renouvelables que l'on puisse utiliser? Anticiper cela. Quelle est la quantité de biomasse qu'on pourra utiliser? Anticiper cela. Et c'est compliqué même pour la stratégie bas carbone de la France de boucler sur l'utilisation de la biomasse à horizon 2030. Diapo suivante. Donc, sur ces aspects de réponse et de risque, je voudrais donc présenter les risques clés identifiés pour l'Europe et les petites îles. Sur la diapo suivante, si vous pouvez la faire apparaître. Voilà. Donc, on a en fait 4 risques majeurs identifiés. Les extrêmes chauds pour la santé humaine, notamment des plus fragiles, et pour la production agricole, les rendements. Les risques en fait de pénurie d'eau, d'abord sur le sud de l'Europe et ensuite à l'ouest, y compris en fait l'eau dans les cours d'eau pour le commerce, comme on a vu dans la vallée du Pô ou sur le Rhin.
et puis un ensemble de risques d'inondation, y compris pour le littoral. Du côté des petites îles, on a des stocks d'eau plus réduits, donc l'exposition au stress hydrique est plus grande. Ça sape plus rapidement les caractéristiques d'insécurité alimentaire. Les enjeux d'habitabilité sont présents et les pertes et dommages s'aggravent plus rapidement, ce qui pose un ensemble de questions de solidarité et de capacité en fait à accompagner les territoires et les communautés les plus fragiles. Diapo suivante. Je termine donc sur le cadre de résilience qui a été construit, que la France a ratifié dans le cadre de la COP28, qui demande en fait des plans et des stratégies d'adaptation qui soient participatifs, transparentes, généralisées, et qui touchent à tous les secteurs, notamment l'articulation avec la lutte pour éliminer l'extrême pauvreté, qui est un enjeu considérable, des systèmes d'alerte précoce qui prennent en compte l'ensemble des aléas et qui tiennent compte des droits humains, des vulnérabilités, et notamment des vulnérabilités de genre. Par exemple, les femmes enceintes sont particulièrement fragilisées. Comment cibler en fait cette population pour mieux la protéger? C'est un enjeu qui est important. Et enfin, ça demande des capacités institutionnelles pour le suivi des efforts d'adaptation. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on a oublié et qu'on doit intégrer? Comment faire en sorte de mieux apprendre collectivement pour avoir des réponses d'adaptation efficaces? Et je réinsiste sur les enfants parce que dans les négociations internationales sur le climat en juin, il y aura en fait un dialogue d'experts sur les impacts disproportionnés du changement climatique sur les enfants. Et madame, vous avez témoigné de la souffrance des enfants qui ont été touchés par des inondations. Quelles réponses apporter? Comment aider à, le plus rapidement possible, surmonter en fait les traumatismes? C'est un enjeu important. Votre retour d'expérience peut aider en fait à informer ce dialogue. Diapo suivante. Donc vous voyez qu'en fait, on est devant des enjeux d'efforts majeurs à accomplir dans tous les secteurs pour que l'action publique soit cohérente et soit efficace, en mobilisant les gouvernements, mais aussi le secteur privé et la société civile, avec des enjeux d'accès au système de santé, de gestion de risque, de système d'alerte, de mutualisation en fait du risque et de capacité de récupération post-catastrophe le plus rapidement possible, où chaque région du monde, chaque pays du monde est concerné, avec finalement à chaque fois qu'un choc se produit, cet enjeu à reconstruire mieux, de sorte à être plus résilient par la suite, informé du retour d'expérience sur les vulnérabilités, et vos actions en ce sens comptent profondément. Merci. Un grand merci à vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous garder encore quelques instants, si vous le voulez bien. J'aimerais passer la parole à deux de nos futurs panélistes qui ont des questions pour vous. À eux deux, ils vont apporter un éclairage terrain et puis un éclairage également du monde de la recherche. Et tout d'abord, je vais passer la parole à Fabienne Berquier. Est-ce qu'on peut... Ah, Fabienne, vous êtes là. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro? Fabienne, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever et de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, je suis Fabienne Berquier, je suis la présidente départementale de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais. Donc, on a eu l'échange tout à l'heure et c'est vrai que le Pas-de-Calais est confronté depuis le 6 novembre à des épisodes d'inondation. Alors, la vraie question que je me pose quand je vois ça, c'est est-ce qu'il faut se préparer encore à d'autres événements de ce type dans notre territoire? Puisqu'on pense souvent au monde entier, mais dans notre territoire, est-ce que ça va continuer? Merci pour votre question. Alors, en fait, il faut se préparer. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vous m'entendez bien? Ils vont le lancer depuis Oui. la régie. Allez-y. Donc, en fait, on a un enjeu à se préparer à un ensemble de risques nouveaux où il n'y a pas toujours le retour d'expérience, notamment, y compris dans le nord de la France, l'occurrence de sécheresses plus prononcées l'été. Vous l'avez vu, en fait, récemment. Des vagues de chaleur où il n'y a pas toujours cette culture de se préparer, où, par exemple, les logements sous les toits ne permettent pas en fait d'assurer toujours le confort d'été quand on a 40 degrés ou des nuits très chaudes. Et puis en même temps, se préparer à des situations en fait de mois successifs avec des pluies peut-être plus importantes et dont l'écoulement est rendu plus compliqué par la montée du niveau de la mer. Et ça, je pense que c'est la chose qui est la moins anticipée. Donc la montée du niveau de la mer et son interaction avec les marées, ça va jouer beaucoup sur la capacité à évacuer l'eau. Je sais que les agences de l'eau, notamment sur l'A et les rivières et les fleuves du secteur, commencent à travailler sur cet enjeu-là, mais ce n'est pas complètement intégré et c'est un enjeu majeur pour les décennies à venir.
Un grand merci à vous pour cette réponse. Je vais également passer la parole à Jean-Marc Goudet. Bonjour tout le monde, Jean-Marc Goudet, je suis chercheur, je suis médecin et sociologue. Je travaille sur les questions de santé mentale et de changement climatique, au Sénégal notamment au Bangladesh, et une de mes recherches est soutenue par la Fondation. Donc merci beaucoup pour votre exposé, pour la clarté de cet effort de synthèse. Peut-être comme première question, on voit que les effets de la santé mentale, enfin en tout cas de la crise climatique sur la santé mentale sont avérés, sont appuyés et étayés par les données du rapport du GIEC. Et comment intégrer finalement ces recommandations du GIEC dans les plans nationaux et comment les traduire, si c'est possible, en actions nationales et locales? Merci. C'est une vaste question et ça fait partie des points qu'on regarde dans le Comité national consultatif d'éthique parce qu'on travaille sur les dimensions éthiques des enjeux croisés santé-climat et la partie santé mentale ressort assez nettement. Donc, de mon point de vue, je ne suis pas une spécialiste de ce domaine-là, ce qui semble important, c'est d'avoir d'abord des outils de suivi réguliers, de pouvoir détecter, en fait, quand on a des indicateurs de mal-être, en fait, pouvoir apporter une réponse structurée, collective, dans différents contextes, et notamment, je pense, dans le contexte scolaire, par exemple, pour les enfants, pour avoir des espaces où les adultes soient formés, puissent entendre leurs paroles, les accompagner, et ensuite créer les conditions d'être acteurs de leur protection, de la protection des familles. Donc il y a également des retours d'expérience, on en parlait tout à l'heure, notamment à La Réunion, où en fait les enfants savent comment réagir, peuvent expliquer à leur famille comment réagir. Il y a des retours d'expérience dans d'autres pays, je pense notamment au Japon, où très tôt en fait on apprend comment agir, quels gestes faire, et du coup ça permet aux enfants d'être plus acteurs et donc d'avoir moins ce sentiment d'impuissance ou de détresse qui est parfois très prononcé. Et cette capacité d'engagement, c'est aussi un des messages de la Croix-Rouge, c'est aussi quelque chose qui est important. Souvent, les gens qui sont touchés par des catastrophes ont envie d'aider les autres, mais n'ont pas nécessairement le cadre pour le faire. Et donc, du coup, permettre d'avoir un cadre, c'est aussi en fait dépasser sa propre souffrance personnelle et pouvoir la tourner en quelque chose de constructif. Je pense que cet aspect-là est très important. Quelques applaudissements pour remercier Madame Masson-Delmas de sa présence. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir apporté ce panorama global si clair et si parlant du changement climatique et ses enjeux pour les populations. Allez, on ouvre notre table ronde. Voici la thématique de la première partie de cette table ronde. Comment mieux préparer et soutenir les citoyens face aux crises climatiques? Je vais demander à me rejoindre sur scène Fabienne Berquier, Nabil Wakim, Pascal Brice et Virginie Schwartz. Installez-vous où vous souhaitez. Bienvenue à vous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais également demander à Sandra Wabian de nous rejoindre, la directrice générale du CREDOC. Alors le CREDOC qui a apporté son expertise précieuse pour cette deuxième édition du rapport de la Croix-Rouge. Madame Wabian, je vous laisse nous présenter le résultat de vos analyses. Je sais que vous avez sélectionné une vingtaine d'indicateurs pour offrir une vision panoramique des risques, des impacts des événements climatiques extrêmes sur la société. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter quelques-uns des indicateurs qu'on a fait figurer dans le rapport qui a été réalisé avec le soutien de la Croix-Rouge et de la Fondation Croix-Rouge. Alors, le premier élément, sur le premier slide, c'est de se rendre compte que les Français ont quand même conscience, de plus en plus conscience du changement climatique. Je vous présente ici la courbe des préoccupations par rapport à la dégradation de l'environnement, qui est mesurée par le CREDOC depuis 1991. Et on voit quand même que la tendance est plutôt à la hausse, même si sur cette dernière année, il y a un petit mouvement de repli, une forme un peu quand même de backlash par rapport aux avancées qu'il y a pu avoir en termes de politique publique, notamment en France. Slide suivant. Mais malgré cette conscience un peu éthérée, d'une certaine manière, de ce changement climatique, on a encore un déficit sur un certain nombre d'actions que peuvent faire les citoyens par rapport à ces catastrophes naturelles dont parlait Valérie Masson-Delmotte. Et notamment, on n'a que 40% des Français qui sont formés aux gestes qui sauvent.
À titre de comparaison, c'est 80% des Allemands. Donc on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Même si, slide suivant, même si ce chiffre est quand même en augmentation, puisque en 20 ans, on est passé de 10% à 40%, et que, en particulier les jeunes, 65% des moins de 25 ans indiquent connaître très bien ou assez bien les gestes qui sauvent, donc beaucoup plus que les 65 ans et plus. Donc petit à petit, avec maintenant la présence de cette formation dans les parcours scolaires, on est en train de rattraper petit à petit notre retard. Slide suivant. Donc, deuxième élément qui montre que les Français ne sont pas encore complètement prêts par rapport à cette récurrence des événements climatiques extrêmes. On a seulement 1 Français sur 10 qui a préparé son sac d'urgence. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ce Français sur 10. Moi, j'ai découvert avec l'étude l'existence de ce sac d'urgence et de tout ce qu'il fallait mettre dedans. Donc, on espère, avec ce rapport, en tout cas, mobiliser et intéresser la population pour savoir ce qu'il faut faire. Et puis, également, seulement 20% des Français qui connaissent la signification des sirènes et des comportements à adopter lors de leur déclenchement. Voilà pour quelques éléments pour introduire, en fait, cette première table ronde. Et je vais laisser la parole. Un grand merci à vous, Madame Wabian. Oui, on peut l'applaudir. Et on vous retrouve tout à l'heure pour introduire la seconde partie de cette table ronde. Je me tourne maintenant vers nos panélistes. Bienvenue à toutes et à tous. Ma première question va être adressée à Virginie Schwartz, PDG de Météo France. Bonjour. Quelle analyse faites-vous des phénomènes climatiques en cours ? Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Valérie Masson-Delmotte, le changement climatique rend certains risques plus intenses, les sécheresses, les canicules les plus intenses, mais aussi les cyclones les plus forts. Mais d'une certaine manière, fait aussi apparaître des nouveaux risques, ou plus exactement des risques à des endroits où ils n'existaient pas. Et c'est ce qu'on vous rapportait souvent, le côté « Ah mais ça ne s'est jamais produit ici ». C'est par exemple ce qu'on a vécu en 2022 avec les feux en Bretagne, choses qui ne se produisaient jamais. Et donc nous, ce qu'on observe au travers de notre suivi des données météorologiques, c'est effectivement ça. Le changement climatique, d'abord, il est déjà là. Les vagues de chaleur ont été multipliées par 3 en 35 ans, on le mesure. L'intensité des pluies extrêmes a augmenté de 10% à 20% selon les régions depuis les années 60, on le mesure. Et puis ces risques, ils risquent de s'accentuer encore avec une perspective de poursuite des tendances actuelles. Alors évidemment, ça dépend de nos actions d'atténuation, mais on n'est pas très bien parti, Valérie Masson-Delmotte nous l'a dit. Et cet impact, il ne va pas être le même partout, il ne va pas être le même toute l'année. Alors bien sûr, quand on regarde à l'échelle mondiale, mais aussi quand on regarde à l'échelle de la France. Et nous, c'est ça, l'analyse que nous faisons, c'est de projeter ces scénarios du GIEC sur le territoire national à l'échelle des territoires. Parce qu'on est convaincu que si on veut que chacun prenne réellement conscience et se prépare à ces risques qui augmentent, il faut lui fournir une information à son échelle. C'est à la fois l'échelle de prise de conscience, de mobilisation individuelle, et puis souvent l'échelle d'action des politiques publiques. Alors, si je prends quelques exemples de ce que pourrait être cette France à plus 4 degrés, alors pourquoi plus 4 degrés ? Parce que c'est ce qui correspond aux plus 3 degrés mondiaux qu'a évoqué Valérie Masson-Delmotte. La France se réchauffe un peu plus vite. Et donc, en résumé, le scénario tendanciel, ça pourrait être la France à plus 4 degrés à la fin du siècle. D'abord, sur la question des précipitations intenses, c'est la poursuite des précipitations intenses, pour répondre à votre question, madame, et avec une répartition sur les territoires où les territoires ne sont pas égaux. Et donc, on voit effectivement sur le nord de la France une évolution des précipitations intenses qui s'accentue encore. Sur le slide suivant, si on prend un deuxième exemple, c'est celui de ce qu'on appelle les nuits tropicales ou les nuits chaudes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Le rapport de la Croix-Rouge en parle, parce que c'est ce qui permet à l'organisme de récupérer. C'est ça qui fait qu'après une journée très chaude, on va limiter les impacts sur la santé des populations. Ces nuits tropicales, aujourd'hui, elles sont assez rares en fait dans l'Hexagone. 30 à 50 nuits au maximum sur le littoral méditerranéen et la Corse, et puis au plus quelques nuits ailleurs.
À l'horizon de 2100, dans une France à plus 4 degrés, on serait à plus de 25 nuits en moyenne sur la France. Là encore, avec des différences selon les territoires, vous le voyez sur les couleurs de la carte. Mais par exemple, un endroit comme Biarritz, qui a aujourd'hui en moyenne historique 12 nuits chaudes par an, on pourrait passer à 66 donc plus de 2 mois dans nos scénarios. Un dernier exemple, sur la question des feux de forêt, donc sur le slide suivant, c'est vraiment une des conséquences qu'on voit déjà se matérialiser, là encore avec les incendies terribles de l'été 2022, mais dont les scénarios climatiques montrent une perspective d'aggravation forte, à la fois des feux plus fréquents, là où il y en a déjà, mais aussi des feux qui s'étalent finalement sur, vous voyez, la quasi-totalité du territoire. On n'a plus que des très petites zones qui sont bleu marine, c'est-à-dire avec un risque de feu faible, et puis des feux qui s'étalent sur des périodes de l'année qui sont beaucoup plus longues. Aujourd'hui, ils sont en gros concentrés vraiment sur les 2 mois d'été, juillet, août. On pourrait avoir des feux qui commencent dès le mois de mai et puis qui s'étalent jusqu'au mois d'octobre. Par exemple, dans une ville comme Tours, qui aujourd'hui est peu concernée par le risque de feu, les jours où le risque de feu, donc ce qu'on appelle le risque de feu, c'est un indice météorologique, c'est des conditions météorologiques favorables au feu. Aujourd'hui, c'est 4 jours par an à Tours. C'est très faible. Ça pourrait être 18 dans ce scénario à plus 4 degrés, mais même 33 si on prend l'hypothèse la plus forte. Donc vraiment un changement complet dans les conditions de risque sur le territoire. Voilà un peu au travers de ces quelques exemples, ce qu'on peut dire des perspectives d'évolution en France. Merci à vous et merci de nous rappeler évidemment que les phénomènes sont différents d'un territoire à l'autre et qu'ils nous impactent également de manière distincte. Justement, je vais vous passer la parole, Madame Berquier, puisque vous êtes, je le rappelle, présidente de la Croix-Rouge dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes en contact constant avec les populations sinistrées actuellement par les inondations. Concrètement, le soutien aux populations, ça se passe comment là-bas ? Alors, dès les premiers jours, c'était l'ouverture des centres d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire la mise à l'abri des sinistrés, avec un système assez particulier, puisqu'on a vécu plusieurs situations d'arrivée massive de sinistrés qui ont été sortis de leur domicile par les pompiers. Donc, l'autre particularité, c'est qu'on est monté à 13 centres d'hébergement répartis sur un territoire qui correspond à la moitié du département. Donc difficile à gérer pour une seule unité, enfin un seul département comme le mien. Et donc on a eu 21 délégations territoriales de France qui sont venues nous épauler. Parce qu'un centre d'hébergement, c'est 24 heures sur 24 avec les sinistrés. Et psychologiquement, c'est dur pour les bénévoles. Et parce qu'en fait, on est en contact permanent avec des sinistrés pour lesquels la situation est ingérable. Et ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et voilà, il faut quand même être rassurant et puis les rassurer, les biens de première nécessité, les rhabiller, les mettre au sec, nourrir leurs animaux de compagnie, parce que ça fait partie aussi c'est super important à ce moment-là. Donc voilà. Donc sinon, c'est vrai que la deuxième partie, comme aujourd'hui, c'est aller vers. On va souvent dans les communes porter des colis. Alors, ce n'est pas le vrai colis d'urgence, c'est simplement un colis de prise de contact avec la population. Donc, on amène tout ce qu'on a, de la lessive, des kits d'hygiène. L'idée, c'est de rester en contact avec une population qui se pose encore beaucoup de questions et qui, aujourd'hui, n'a pas... Alors, même s'il y a énormément de dispositifs qui sont mis en route, mais la communication des dispositifs est très compliquée. Et tout le monde n'a pas accès à l'information. Notamment les personnes qui sont les plus seules à la maison, isolées, sans famille, proximité. Donc voilà, on est toujours sur le terrain là, depuis 4 mois. Merci à vous. Et vous illustrez bien un des constats qui a été fait par le rapport Résilience 2024, qui est qu'apporter des biens de première nécessité, assurer également un soutien psychologique aux populations, eh bien, ça fait partie des missions essentielles pour atténuer le choc des crises climatiques.
Je vais maintenant me tourner vers Nabil Wakim. Bonjour, vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes l'animateur du podcast Chaleur humaine, dans lequel vous envisagez les enjeux du changement climatique sous à peu près tous les angles, économiques, humains, politiques, scientifiques. Excellent podcast que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Face à l'ampleur et la fréquence croissante des crises climatiques, est-ce que les citoyens sont assez préparés, selon vous ? Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Moi j'ai cette expérience du podcast Chaleur humaine, mais on a aussi dans la rédaction du Monde, l'année dernière, fait un grand projet sur la question de l'adaptation de la France au changement climatique qui a mobilisé une centaine de journalistes dans la rédaction, précisément dans ce but d'essayer de mesurer à notre échelle à quel point nous étions préparés individuellement et collectivement à faire face au type de situations qui viennent d'être décrites. Et évidemment, les réponses sont contrastées, mais on a appris beaucoup de choses en enquêtant sur les différents territoires et les différents types de problèmes auxquels on va être confronté avec les inondations, l'augmentation des vagues de chaleur, les événements climatiques extrêmes, etc. Et je dirais peut-être que ce qu'on en ressort, c'est que d'une manière générale, on n'est pas préparé. Voilà, ça on peut le dire. Valérie Masson-Delmotte l'a dit, vous l'avez répété. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Mais on n'est pas préparé au niveau individuel, mais surtout on n'est pas préparé au niveau collectif. C'est évidemment important et le rapport de la Croix-Rouge joue un rôle essentiel en ce sens de rappeler aux individus qu'on doit tous avoir, et moi-même je vais le faire ce soir, faire un guide, un katakit pour l'avoir en cas de catastrophe naturelle, c'est important. Mais ce qui compte, c'est aussi que les collectivités locales, les associations, tous les acteurs de la solidarité sur le terrain puissent aussi s'organiser pour faire face aux crises lorsqu'il y a un événement extrême, mais surtout en anticipation. Et c'est là, je dirais, qu'on est le plus dans la mouise, pardon, pour dire les choses de manière assez claire, mais on a été surpris, pour ne pas dire vraiment déçu, de ce qu'on a constaté. Par exemple, dans l'éducation nationale, combien d'établissements scolaires sont capables de faire face aujourd'hui à des températures de plus de 40 degrés pour des enfants d'école maternelle ? Dans l'industrie, combien d'usines Céveso aujourd'hui ont un plan d'adaptation au changement climatique alors qu'elles sont, pour beaucoup d'entre elles, proches de littoraux qui vont connaître qui vont voir leurs eaux monter ? Combien de stations de ski ont aujourd'hui un véritable plan d'adaptation économique pour savoir ce qu'elles vont devenir, pas dans 50 ans, mais d'ici quelques années, en 2030, lorsque, pour beaucoup d'entre elles, eh bien, elles ne pourront plus vivre de l'activité du ski. On pourrait faire cette litanie pendant longtemps sur beaucoup de secteurs d'activité en France, et on voit là-dedans que la question de l'adaptation, c'est pas dans beaucoup d'endroits une question technique. On sait comment faire, on peut s'organiser dans beaucoup de situations. C'est des questions économiques, c'est des questions sociales, c'est des questions culturelles aussi, pour qu'on change un certain nombre de pratiques. Donc ça, c'est vraiment la première leçon, c'est ça, c'est qu'on n'est pas terriblement prêt. L'autre leçon qui est plus positive, c'est qu'on voit sur le terrain beaucoup de gens dans énormément de domaines qui développent des alternatives, qui réfléchissent à comment faire. Ça peut être des collectivités locales, des associations, des entreprises, parfois des citoyennes et des citoyens qui s'organisent, des spécialistes, des forestiers par exemple en forêt, qui essayent de construire des alternatives. Ce qui nous manque, c'est, en tout cas dans l'analyse que nous on en a faite, c'est vraiment un cadre collectif, un plan d'action qui permette d'embarquer l'ensemble des actrices et des acteurs pour essayer de se dire, bah voilà, il faut qu'on planifie cette adaptation dans le temps, parce qu'on sait déjà que quels que soient les efforts qu'on fournisse dans les prochaines années, eh bien 2030, 2035, 2040, on sait grosso modo les risques auxquels on va être confronté. Donc si je lis entre les lignes de ce que vous nous dites, le constat n'est pas très réjouissant, mais vous avez l'air de dire qu'on peut augmenter, on peut accroître notre résilience collective finalement. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit bien. Évidemment, la priorité est de savoir le faire au moment des crises. Et c'est ce à quoi participe de manière très importante et essentielle la Croix-Rouge. Mais encore une fois, c'est à l'échelle d'un territoire une capacité à anticiper ce qui va nous arriver, transformer un territoire, pour reprendre l'exemple des stations de ski, c'est un bon exemple. On sait que l'enneigement va diminuer fortement. Eh bien, c'est des transformations économiques et sociales qui sont importantes. On ne parle pas là de catastrophes naturelles, mais on peut se retrouver avec des catastrophes économiques et sociales. Eh bien, ça ne va pas se transformer du jour au lendemain. Il faut aujourd'hui mettre en place des plans de transformation de territoire. Rénover les bâtiments, on le fait de plus en plus insuffisamment, mais pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, consommer moins d'énergie, et c'est très bien, mais il faut embarquer dans cette même rénovation des gestes qui permettent de supporter des températures
plus élevés, parce que ce sont les mêmes bâtiments qui vont être confrontés au froid et au chaud, et particulièrement les bâtiments publics. On peut penser aux écoles, mais bien sûr aux hôpitaux, à tout notre système de santé. Et puis globalement, on devrait embarquer dans les politiques publiques d'une manière générale et transversale la question de l'adaptation au changement climatique, parce qu'on voit bien qu'il y a des effets dominos. Pour prendre un exemple malheureux, mais imaginons, et souhaitons que ça ne se passe pas, qu'il y ait une canicule très importante cet été au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qu'il y ait une vague de chaleur très importante avec beaucoup de gens qui se trouvent mal. Il faut que le système de santé puisse y répondre. Mais il faut aussi faire attention à ce que les infrastructures de transport ne tombent pas en carafe parce qu'il y aura des températures trop élevées. Il faut faire attention parce qu'il va y avoir des mouvements de foule importants parce qu'il y aura des centaines de milliers de personnes qui seront là. C'est cette vision transversale, cette vision d'ensemble qui est vraiment centrale. Aujourd'hui, elle est insuffisamment mise en œuvre, mais ça, c'est quand même des choses qu'on sait faire. Et donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut arriver à réunir tous les principaux concernés par ces sujets-là. Et ça, c'est vraiment à la fois du côté des pouvoirs publics, des collectivités, des entreprises qu'il faut pouvoir prendre ces problèmes. Eh bien, justement, je vais rebondir sur la question des politiques publiques en me tournant vers Madame Schwartz, qui est aussi experte des politiques publiques. Quel est votre regard sur l'organisation dont Nabil vient de nous parler? Est-ce qu'on peut mieux outiller les acteurs publics pour anticiper les prochaines crises climatiques? Alors, comment est-ce qu'on peut outiller la première démarche qui est en cours aujourd'hui sur l'adaptation au changement climatique, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, le 3e plan qui est en train d'être élaboré par le gouvernement, qui devrait être prochainement mis en consultation, dans lequel s'inscrivent d'ailleurs tous les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure, qui ont été préparés par Météo France pour l'élaboration de ce plan, et dans lequel a été affiché ce principe déjà de trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Pour s'adapter, la première chose, c'est de savoir à quoi on s'adapte. Donc, c'était important qu'il y ait au niveau national un repère qui soit donné avec ce plus 4 degrés. Nous, ensuite, on l'a décliné avec ces données locales. Et ces données locales, vous pouvez les retrouver. Elles sont disponibles pour tout un chacun sur un outil qui s'appelle Climadiag Commune. Il y a un petit slide, mais si on ne peut pas le voir, voilà. C'est mon moment de publicité, mais c'est un outil gratuit. Un clic en ligne, vous mettez le nom de votre commune et ça vous permet d'avoir accès aux informations spécifiques sur ce qui pourrait se passer chez vous sur une vingtaine d'indicateurs du changement climatique. Donc ça, c'est pour outiller, je dirais, tout le monde, tous les acteurs dont parlait Nabil Wakim. Nous, au début, on l'a fait pour les petites communes parce qu'elles ont peu d'experts sur les sujets du changement climatique. Et voilà, on voulait leur donner des informations faciles à utiliser. Mais c'est aussi un travail avec les pouvoirs publics et puis un travail qui concerne tous les citoyens. Après, nous, ce qu'on essaye de faire sur l'adaptation de long terme, c'est fournir des outils d'information sur les impacts. C'est aider à gérer, à se poser les bonnes questions. C'est fournir des outils d'aide à la décision. Donc, par exemple, sur la question du ski, et des stations de montagne qu'évoquait Nabil Wakim, on a fait un outil, ClimSnow, qui va aider les stations de ski à regarder piste de ski par piste de ski, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur, et à définir leurs investissements. Parce que l'adaptation au changement climatique, c'est aussi changer la façon dont on investit. C'est investir dans des choses qui vont être pertinentes à long terme dans un climat qui aura changé. Et donc, par exemple, ne pas investir dans des canons à neige sur des pistes de ski où il n'y aura pas de neige dans les prochaines années parce qu'il fera trop chaud ou qu'il n'y aura pas assez d'eau pour faire de la neige artificielle. Donc, c'est vraiment tous ces services. On fait la même chose aujourd'hui pour les communes, plutôt d'une certaine taille, les villes qui sont soumises à l'effet d'îlot de chaleur. C'est-à-dire le fait qu'il fait plus chaud dans les villes parce que, en gros, les matériaux de la ville absorbent la chaleur. Et pour ça, on peut mettre en place des politiques publiques, mais il faut bien les concevoir. Et donc, nous, on a développé un espèce de simulateur pour les communes, pour regarder si je végétalise mes toitures, si je mène d'autres actions, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est l'adaptation à long terme. Après, à court terme, nous, ce qu'on fait, c'est améliorer les outils d'alerte précoce. Les outils d'avertissement. Alors j'espère que vous connaissez tous la vigilance météorologique, cet outil avec 4 couleurs qui permet de prévenir qu'il y a un risque
d'événements météorologiques dangereux. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on les améliore en permanence. Aujourd'hui, la vigilance, elle est sur 2 jours au lieu d'être sur une seule journée. On fait aussi une carte à 7 jours. Là aussi, il doit y avoir un petit slide, mais on fait une carte, ce qu'on appelle des phénomènes dangereux à 7 jours. 7 jours à l'avance, vous pouvez regarder s'il y a un risque d'un épisode dangereux sur votre territoire. Mais avoir des outils, des prévisions, des systèmes d'alerte, c'est bien, à condition que l'information arrive aux populations. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape qui est critique pour nous, c'est travailler sur les relais, sur la connaissance de cette information. Aujourd'hui, 90% des Français disent qu'ils connaissent la vigilance météorologique. Ça, c'est super. Plus de 70% disent même qu'ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Formidable. Mais après, quand on regarde pourquoi les Français viennent regarder la météo, toujours sur notre site, en fait, ils nous disent que c'est pour organiser leur week-end, pour savoir comment s'habiller, pour choisir leurs loisirs. Et s'informer sur les risques météorologiques, ça vient en dernier dans la raison pour laquelle ils consultent notre site météo. Donc ça veut dire qu'ils savent que ça existe, la vigilance, mais ils ne pensent pas forcément à l'utiliser. Et puis la dernière étape, c'est faire la promotion des comportements. Ce qu'on voit, c'est qu'une partie non négligeable des événements les plus dramatiques, des conséquences les plus dramatiques, notamment les décès, pourraient être évitées. C'est par exemple toutes les personnes qui s'engagent dans des routes inondées ou qui prennent leur voiture en cas d'inondation. C'est dans le cas des incendies, le fait que 90% des incendies sont d'origine humaine et que plus de la moitié sont d'origine accidentelle. Donc ils pourraient être évités, par exemple, en évitant de bricoler et de faire des étincelles à côté d'une zone forestière. Tous ces comportements, ces bons comportements, entre guillemets, ils existent, on les connaît, vous les connaissez, la Croix-Rouge les relaye aussi. Mais on a du mal à faire en sorte qu'ils soient associés aux avertissements de vigilance. Et ça, c'est un défi pour Météo France, c'est de mieux rendre visibles ces comportements pour qu'à chaque fois que nous on dit, ou les médias disent, parce qu'ils ont un rôle de relais essentiel, attention, il va y avoir une vigilance rouge ou orange, que ce soit immédiatement accompagné du conseil, ne prenez pas votre voiture, restez chez vous, protégez-vous, etc., pour que vraiment on aille jusqu'au bout de la chaîne d'alerte, qui n'est pas seulement une information, mais il y a vraiment une conséquence opérationnelle. Paradoxalement, on connaît très bien vos outils d'alerte, mais il y a peut-être un travail de positionnement auprès des Français à faire. C'est ce que j'entends. Merci à vous. Nous sommes aussi très heureux d'accueillir pour cette table ronde Pascal Brice. Quelques instants pour vous présenter. Monsieur Brice, vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été diplomate, vous êtes aujourd'hui le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe près de 900 associations et organismes de lutte contre les exclusions. J'aimerais avoir votre regard sur la façon dont aujourd'hui les citoyens sont préparés et soutenus face à ces crises climatiques. L'impression que j'ai, ce moment le montre, et y contribue, c'est que la conscience de ce que les fragilités sociales et les fragilités climatiques se conjuguent, voire se cumulent, progresse. Et c'est la réalité à laquelle, dans les associations, la Croix-Rouge et d'autres dans le pays sont de plus en plus violemment confrontés avec les personnes. On a parlé des personnes à la rue. Alors ça, c'est évidemment le plus frappant, le plus terrible. Nous avons posé la question que vous venez de me poser aux adhérents de notre fédération, qui un peu partout dans le pays accueillent des personnes à la rue ou dans les hébergements, quant à savoir, notamment à l'issue de la dernière canicule, si ces associations se sentaient préparées et accompagnées et aidées, notamment par les politiques publiques, face aux défis de la canicule. Et la réponse sans surprise montre qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'on sait combien ces moments de canicule pèsent sur les personnes, sur leur santé, la question de l'eau, la question de la conservation des aliments dans la rue alors qu'il fait très chaud. Et face à cela, les associations sont très démunies. Et donc on a évidemment de plus en plus et de manière de plus en plus violente pour les personnes la précarité sociale, la rue, le sans-abrisme qui devient de plus en plus difficile à vivre à mesure que les bouleversements climatiques
s'installe. Mais moi, j'avais été frappé, madame, notamment chez vous, lors de ces inondations et ailleurs, combien on voit que ces fragilités sociales, cette précarisation qui s'étend au-delà des personnes exclues, des personnes en situation de pauvreté, et qui touche de plus en plus, y compris des gens qui travaillent, une partie des classes moyennes. Et je pense notamment dans ces phénomènes d'inondation, et je l'ai vu chez vous à ce moment-là, notamment à des gens qui sont en situation très limite socialement, propriétaires de leur logement, et qui perdent tout. Et où là, d'un coup, vous voyez combien les questions de bouleversement climatique viennent, si j'ose dire, amplifier et mettre le doigt sur des fragilités sociales qui sont à l'œuvre dans la société et qui contribuent, je le ressens ainsi, à travers l'action des acteurs de la solidarité, à cette fragilisation générale du pays. Et face à cela, je dirais que nous avons besoin, j'ai trouvé que c'était très présent dans les interventions des uns et des autres, d'abord d'une prise de conscience. Et ça, c'est l'affaire de chacune et chacun d'entre nous dans la société. D'une prise de conscience dont on voit qu'y compris en dépit des progrès que le Crédoc nous indiquait, elle reste encore à faire. Et puis nous avons besoin d'un esprit de solidarité. Parce qu'on voit bien que ce sont des phénomènes qui mettent en jeu les comportements individuels. Alors je voyais par exemple, j'ai fait le test, donc moi j'ai le très mauvais réflexe, c'est-à-dire que s'il y a un problème, je vais chercher ma fille au lycée. Donc j'ai compris qu'il ne fallait pas faire ça. Mais c'est aussi une question de capacité collective. Et je ne vous cache pas que dans ce moment où je ressens partout où je vais dans les associations une fragilisation très profonde du tissu associatif et en réalité de l'esprit de solidarité, avec tous les paradoxes de la société, puisque le président de la Croix-Rouge, comme moi-même et d'autres, sommes témoins de ces formidables élans de solidarité partout, mais en même temps une fragilisation très profonde dans une société qui est fragmentée, qui est divisée pour de nombreuses raisons, des politiques publiques dont je ne peux pas dire que dans la période, elles nous rassurent beaucoup. Donc on a une fragilisation de cet esprit de solidarité, alors qu'il est plus indispensable que jamais pour répondre notamment à ces impératifs-là. Et puis nous avons besoin d'un esprit de coopération. Moi j'ai pensé ça en entendant tout à l'heure Madame Masson-Delmotte, et qui était très présent, j'ai trouvé, dans votre travail dans le monde. C'est-à-dire, comment est-ce que dans notre pays, où nous avons la force d'avoir un État puissant, y compris à travers sa météorologie, des dynamiques dans la société, notamment dans les associations, extraordinairement présentes. Et de plus en plus, ce que je ressens moi comme une vraie difficulté, pour ne pas dire une incapacité, à être dans l'apprentissage, dans la coopération, alors qu'on voit bien que face à ces phénomènes climatiques et leurs impacts sociaux, on a plus que jamais besoin de cela. Vous voyez, je pense que face à ce qui est devant nous, et qui ne va pas s'arrêter, nous avons besoin de cela. Alors après, je pourrais entrer dans le détail des politiques publiques. Alors évidemment, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la question du sans-abrisme. C'est-à-dire que le sans-abrisme, des gens à la rue, ça a toujours été insupportable, mais au vu de ce qui tombe sur la tête des gens, si j'ose dire, de plus en plus, et des associations qui les accompagnent, je veux dire, on sait qui est à la rue, Oui. Des jeunes principalement sortis de l'aide sociale à l'enfance. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on va continuer à tirer le fil, mais pour cela, on va ouvrir la seconde partie de cette table ronde. J'ai senti le diplomate en vous, j'ai vu que vous avez inclus chacun de nos panélistes dans votre intervention. C'était très fin, j'ai admiré la technique. Alors, poursuivons, ouvrons la seconde partie de cette table ronde qui est justement consacrée à cette thématique, engagement et solidarité, comment mieux protéger les plus vulnérables aux risques climatiques. Pour cela, je vais vous demander, Jean-Marc Goudet, de nous rejoindre pour ce panel et je vais repasser la parole à Madame Wabian pour ouvrir cette deuxième partie de la table ronde. Je vais reprendre quelques-uns des éléments qui ont déjà été un peu évoqués, notamment par M. Brice. Je ne sais pas si j'arriverai à citer tout le monde comme lui, mais j'essaierai. Donc on a effectivement parmi les indicateurs de vulnérabilité une augmentation des expulsions locatives, puisque aujourd'hui on est à 17 500 expulsions locatives, ce qui correspond à 38 000 personnes. Il faut savoir que ces expulsions locatives, elles posent des soucis, notamment en été, puisque c'est une période où les gens sont moins protégés. Et au-delà du fait que ce soit les publics les plus vulnérables qui sont
qui sont dans ces situations, eh bien, le fait d'être à la rue, en fait, va venir amplifier en fait, les difficultés, notamment parce que les personnes vont être moins repérables par les services d'urgence, également parce que ces personnes seront éloignées de leur réseau de sociabilité habituel. Alors, ce sont des réseaux qui vont pouvoir permettre de répondre aux difficultés dans les périodes de crise, et puis évidemment parce qu'elles ont des conditions de vie précaires. Et donc tout cela fait que les personnes qui sont expulsées de leur logement et qui n'ont pas retrouvé sont encore plus exposées que la moyenne aux événements climatiques extrêmes. Alors, slide suivant, sur un autre type de vulnérabilité sur lesquelles on voulait porter le regard, les fragilités numériques. On a aujourd'hui 17% des personnes qui sont retraitées, qui sont non diplômées, également des ruraux, qui n'ont pas de téléphone portable. Alors, malgré la puissance des outils qui ont été imaginés, notamment FR Alert, qui permet de joindre l'ensemble des personnes qui ont un téléphone portable, même s'ils n'ont pas téléchargé d'application spécifique pour les prévenir d'événements climatiques extrêmes, eh bien, il y a une partie non négligeable de la population, et en plus, d'une population qui est plus particulièrement en difficulté face à ces événements climatiques, comme par exemple les personnes âgées. Slide suivant, parmi les facteurs de vulnérabilité, donc on en a beaucoup parlé, les questions de canicule. Il faut quand même savoir que 85% des décès qui sont liés à un événement climatique extrême sont dus à des épisodes de canicule. Donc ce sont des événements qui sont moins fréquents, mais par contre qui ont des impacts très importants. Et là aussi, on va retrouver les mêmes publics parmi ceux qui sont les plus touchés par la canicule, donc les sans-abri, les personnes âgées, toutes les personnes dont la santé est fragile, les femmes enceintes, les enfants, les jeunes enfants, et encore plus particulièrement lorsque ces publics sont isolés, puisque l'isolement est un facteur supplémentaire de vulnérabilité, ou bien que leur logement ne leur permet pas de se protéger de la chaleur, comme par exemple les personnes précaires dont je parlais tout à l'heure. Slide suivant, mais ça ne concerne pas que les personnes vulnérables. Si on peut changer de slide. Voilà, puisque aujourd'hui, on a près de 80% des citoyens qui vivent en milieu urbain, et on en parlait tout à l'heure. Au-delà de ces 80%, il y a 40% qui vivent dans des zones qui sont vraiment très densément peuplées, et donc qui sont des îlots de chaleur. Et donc, d'une certaine manière, à la fois, les personnes les plus vulnérables sont encore plus touchées quand elles habitent dans ces lieux-là, mais ce sont des risques qui vont toucher les uns et les autres. Alors, pour terminer sur des notes un petit peu plus positives, j'ai proposé 2 indicateurs qui montrent qu'il y a quand même des forces vives qui sont là. Premier élément, c'est qu'on a une progression des liens de voisinage. Alors, c'est un élément qui n'est pas forcément très connu, mais les sociabilités de voisinage sont des sociabilités qui sont très importantes, puisque c'est celles-là qui vont être mobilisées dans les moments de crise. Et depuis le Covid, on a une progression de ces liens de voisinage. Aujourd'hui, on a 55% de la population qui ont des liens au-delà du simple bonjour ou au revoir avec leurs voisins. Donc ce taux est en augmentation. Et puis deuxième élément un petit peu positif sur le fait que les Français peuvent avoir des ressources aussi pour faire face à tous ces événements, eh bien, il y a une progression de l'engagement bénévole des jeunes, puisqu'aujourd'hui on est à 44% des jeunes qui sont engagés bénévolement, c'est plus 10 points par rapport à 2010. Donc c'est une montée de l'engagement bénévole. On parle souvent des jeunes avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il faut quand même saluer leur engagement, et c'est nul doute que ça peut être une des dimensions qui peut permettre aussi de faire face aux crises. Un grand merci à vous, Madame Wabian. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour votre présence avec nous ici aujourd'hui, et pour rebondir sur ce que vous avez dit concernant la progression des liens de voisinage. Pour avoir des bons rapports de voisinage, encore faut-il avoir un logement. Et un des constats, des 4 grands constats le 4e grand constat, du rapport 2024 sur la résilience de la société française, eh bien c'est celui-là. Être sans abri ou mal logé, c'est un facteur de risque majeur en cas de crise climatique extrême. L'isolement, le manque de connexion, la difficulté d'accès au système d'alerte, c'est ce qu'est la grande problématique. Alors, je vais me tourner à nouveau vers vous, Pascal Brice, parce que je vous ai coupé en plein vol tout à l'heure.
Qui sont les plus vulnérables au changement climatique, selon vous? Je le disais, il y a une forme de... Comme la précarité, comme la fragilité au sens quasi philosophique du terme, c'est-à-dire que ça s'étend de plus en plus vers le cœur de la société, et je pense de plus en plus que c'est ce qui nous met en danger collectivement. Même s'il y a des forces puissantes, et notamment la question de l'engagement, et moi je suis absolument convaincu, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre fédération a, dans son projet fédéral, mis la question écologique et climatique au cœur de l'action sociale. C'est l'engagement non seulement des bénévoles, mais aussi des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux, qui, comme vous le savez, vivent une vraie crise de vocation, parce que c'est quand même des métiers à la fois passionnants et difficiles, et peu considérés. Et donc ces transformations-là, la capacité à les embarquer, et c'est d'abord les gens à la rue, évidemment, qui sont directement frappés par cela. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait qui est à la rue. C'est ça qui est quand même très, très, très agaçant. Ce sont des jeunes, essentiellement des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, c'est un grand échec français. Terrible. Vous avez ensuite des femmes victimes de violences, parce que ça a progressé dans le pays, mais il n'y a pas qu'en Mongolie que quand vous avez des moments climatiques extrêmes, vous avez plus de violences conjugales. Vous avez des travailleurs pauvres, des gens qui bossent et qui sont à la rue. Vous avez des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et on a vu combien, vous le disiez très bien, je ne vous avais pas encore cité, donc c'est fait, combien ces questions-là pèsent sur la santé mentale des personnes. Donc vous avez des gens à la rue, mais pas seulement. Vous parliez du logement. On est quand même dans un pays où la panne du logement est historique. Moi, je ne peux pas aller dans une ville, mais ce n'est pas seulement Nantes, Bordeaux ou Paris. C'est Vierzon, Vannes et Dunkerque. Partout, vous avez une panne du logement terrible. Et donc, ça pèse aussi. Et je pense notamment que la question du logement, notamment, vous en parliez tout à l'heure, la question du logement dans les zones inondables. Là, vous avez quand même, là encore, cette espèce de cumul de la question sociale et de la question climatique. Vous avez des gens qui sont installés dans des pavillons, souvent avec des revenus pas tout à fait considérables, qui sont fragilisés par tout un tas d'éléments, y compris le coût des carburants pour leur déplacement. Et là, vous avez des phénomènes qui vont s'amplifier en termes de fragilité. Et donc, oui, vous avez une sorte de continuum de fragilité. Le plus terrible, c'est évidemment les gens à la rue. Mais vous avez aussi des gens en logement et qui sont dans la précarité. Vous avez des gens qui ont un logement et qui vont être poussés dans la précarité par des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc, voyez bien que la question de la solidarité, elle doit être absolument revisitée à l'aune de ce qui nous tombe dessus. Et c'est pourquoi je parlais notamment de ces éléments fondamentaux et de ces éléments de politique publique nécessaires. Eh bien, justement, pour parler un petit peu solutions, selon vous, qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics d'une part, des associations de l'autre? Alors, je vous l'ai dit, moi, je fais partie de ceux, j'ai beau être fonctionnaire, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne pensent pas qu'un de nos graves défauts français, mais ce n'est pas du tout ce que vous disiez, mais on a un peu tendance à penser que tout va venir de l'État. Et j'insistais sur le fait, et vraiment, je le vis très profondément partout où je vais, c'est cet esprit de coopération et d'apprentissage. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne changeons pas collectivement d'état d'esprit dans les rapports entre l'action des pouvoirs publics et l'action de la société civile, les associations, mais aussi tous ces jeunes qui s'engagent dans des cadres qui sont très différents, on n'arrivera pas à faire face. Donc on va y arriver, mais ça suppose une vraie révolution mentale. Alors cette révolution mentale, elle doit s'exercer de manière collective. Évidemment, la question de la lutte contre le sans-abrisme, je ne reviens pas sur qui est à la rue. Et là, il faut qu'on sorte quand même de cette espèce de nœud inextricable qui décourage tout le monde dans la période. C'est-à-dire que les pouvoirs publics vous disent on n'a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence, ce qui est vrai, 200 000, mais il y a encore des gens à la rue. Donc, et on voit que ça va s'aggraver. Donc on ne va pas rester face à face comme ça en se disant on ne veut pas le savoir. Donc trouvons des solutions pour faire en sorte que les gens qui structurellement sont poussés à la rue ne le soient plus. Il y a évidemment la gestion des crises. La Croix-Rouge connaît ça très bien. Et donc, vous trouverez le résultat de cette enquête auprès de nos adhérents sur le site de la FAS, où elles disent très bien qu'on a besoin de lieux rafraîchis pour les personnes à la rue quand il fait très chaud. On a besoin d'accès à l'eau, on a besoin d'hygiène, notamment pour la précarité menstruelle des femmes. Il y a des situations particulières qu'il faut pouvoir gérer. Et puis, je vais ajouter un élément de politique publique auquel je pensais en écoutant Madame Masson-Delmotte tout à l'heure. C'est un élément parmi tant d'autres, parce que c'est vraiment d'abord un état d'esprit qui s'incarne dans toute une série de politiques publiques et de mobilisations citoyennes nécessaires. C'est la question des réfugiés climatiques.
Et là, je parle aussi en tant qu'ancien directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Si on veut cesser d'avoir parmi les gens à la rue des étrangers sans papier, certaines et certains relèvent évidemment de ce qui devrait être une protection climatique. Et donc là, moi, c'est un encouragement à ce que les balbutiements de l'invention d'une protection climatique internationale aillent au bout, parce qu'on a besoin que ces gens sortent de la précarité, quand ils relèvent de ça, hein, de manière à pouvoir avancer. Donc vous voyez, c'est l'un de ces bouleversements de politique publique dont on a besoin pour répondre à quelque chose qui, à mes yeux, fait partie de ces éléments de fragilisation collective. On a la force pour y arriver, dans l'État, dans la société, mais il faut vraiment qu'on se mette en situation de dénouer ces espèces de nœuds là qui nous étranglent, de manière à apporter des réponses, parce que ça frappe de plus en plus dur. Merci à vous. Alors cette conférence est bien sûr axée sur la population française à l'aune du rapport qui sort aujourd'hui, mais j'aimerais profiter de votre présence, Jean-Marc Goudet, pour dézoomer un petit peu, comme on dit. Alors vous êtes sociologue et médecin de santé publique, je le rappelle. Une partie de vos recherches sont soutenues par la Fondation Croix-Rouge et elles portent sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale dans les régions du Sud, Bangladesh et Sénégal notamment. Quelles sont vos principales observations? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? C'est une belle occasion pour moi de remercier bien sûr la Fondation Croix-Rouge française qui finance ces recherches. Et ce n'est pas si évident parce qu'en fait, les questions de santé mentale et de changement climatique sont finalement assez nouvelles. Il y a très peu de recherches à l'échelle internationale. La question de la santé mentale, ça a toujours été quelque chose un peu tabou dans nos sociétés également occidentales. C'est l'effet Covid qui a permis de poser la question. Et maintenant, c'est aussi la réalité. C'est le fait que la crise climatique agissent directement. Et pour répondre à votre question, un élément peut-être, c'est en continuité de ce qui a été dit, un élément qu'on retrouve sur le terrain. Donc, un des terrains, c'est au nord du Sénégal. C'est une zone à la frontière de la Mauritanie. Ce qu'on voit, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout, mais encore plus fort, c'est les températures extrêmes, les très fortes températures. Et bien sûr, une des questions principales, une des vulnérabilités, c'est en fait l'habitat. Quel est le type d'habitat pour ces populations qui varient? Donc c'est des populations plutôt pauvres, mais en fait, il y a des grands écarts dans tous les pays du monde du point de vue économique et des ressources. Donc l'adaptation au climat, ça passait également d'abord par la question du logement. Et un des effets, quand le logement, ce qui est très souvent le cas, n'est pas du tout adapté à ces très fortes températures, c'est que le logement devient invivable. Et donc les familles ne peuvent plus rester dans leur logement pendant 2 à 3 mois. Et donc la nuit, par exemple, dorment dehors. Et l'un des impacts massifs en termes de santé mentale, ça va être pour les enfants, les personnes âgées, mais les nouveau-nés, les femmes enceintes. Et la charge mentale qui va se rajouter à toute la charge du travail quotidien va reposer sur les mères. Et donc ce qu'on retrouve en tout cas dans de grandes études, c'est l'impact qui est massif sur les mères, parce elles sont les responsables du care, les responsables de nourrir la famille. Or, il y a à la fois cet événement extrême qui empêche leurs enfants de dormir la nuit parce que les enfants pleurent. Ce que vous expliquiez pour les nuits tropicales, la température ne baisse pas assez et donc l'organisme ne peut pas récupérer, les nourrissons souffrent terriblement. Et donc les mères sont toute la nuit obligées de les hydrater, de les changer, de mouiller les vêtements. Et enfin, c'est le phénomène des transformations environnementales un peu moins spectaculaires, un peu plus lentes, mais qui jouent sur du long cours, c'est-à-dire les cultures ne peuvent plus être les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus produire la même chose parce qu'il y a un stress hydrique qui est tel. Et donc ça va surajouter aux fortes températures et ça va jouer sur les moyens de subsistance de ces populations et les baisses de revenus. Merci à vous. Vous le savez, cette seconde partie, on va essayer de faire émerger des solutions. Alors peut-être que vous pouvez partager avec nous certaines des stratégies que ces populations mettent en œuvre justement pour répondre à ces changements climatiques. Merci, oui, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est important aussi de changer nos regards nord et sud et de saisir que dans les suds, en fait, il se passe des choses, même dans des populations dites vulnérables. En fait, j'ai jamais vu des gens aussi acteurs, comme disent certaines personnes, que dans ces communautés-là. Et les solutions, en fait, elles sont, donc c'est ce qui est dit également à l'échelle des communautés. Les premières solutions, par exemple, c'est les femmes qui se mettent à faire des caisses de solidarité économique, des tontines, des nouvelles formes
de stratégies pour pouvoir investir quand on a besoin dans du matériel, qui commencent à faire du commerce. Et puis il y a d'autres formes qui sont un peu plus classiques, qui sont parfois les questions de mobilité. Donc certains hommes, quand ils le peuvent, vont partir pendant cette saison très chaude pour aller faire de la vente dans les grandes villes du Sénégal ou des pays avoisinants de Côte d'Ivoire. Et puis enfin, il y a des stratégies qui sont aussi très intéressantes, c'est à l'échelle des associations ou des ONG, notamment sur les questions de santé mentale. Il y a des formations des agents de premier relais à ces questions-là. Dans d'autres pays, par exemple, pour les questions de dépression, c'est les grands-mères qui sont sollicitées, qui sont formées pour pouvoir prendre en charge les liens familiaux, les personnes qui en souffrent. Et on voit ça un peu partout maintenant. Et une dernière chose, c'est finalement aussi la Fondation Croix-Rouge française qui contribue en finançant en partie cette recherche, puisque nous, avec l'IRD, donc dans l'équipe de Valérie Reed et l'équipe de l'Université Cheikh Anta Diop de Adama Faye, on essaye de co-construire, donc de faire de la recherche-action, de la recherche interventionnelle, de co-construire avec ces communautés des stratégies pour réduire cet impact des fortes chaleurs sur notamment les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. C'est intéressant d'avoir bien pris en compte les structures sociales aussi, notamment le respect pour les aînés, pour intégrer les grands-mères dans la vigilance autour de la santé mentale. Merci à vous. Fabienne Berquier, vous aussi, vous êtes sur le terrain. Dites-nous, est-ce que vous ressentez une urgence ou une nécessité à former davantage les équipes de secours au soutien psychologique ? Donc, je vais juste vous citer 3 chiffres. Le premier, c'est 200 communes touchées, dont 70 communes rurales, 65 000 sinistrés et 10 000 maisons qui vont être détruites. Ça a été annoncé le mois dernier. Il y aura une deuxième vague de maisons qui vont être détruites. Donc c'est vrai qu'on a une action qui est beaucoup plus ciblée sur les communes où il y aura beaucoup de maisons détruites. Et là se posent des questions, mais on a déjà abordé, pour les personnes âgées qui sont logées dans les villages de mobil-home, parce qu'aujourd'hui on en est là. Ça ressemble au logement d'après-guerre de mes parents. Et finalement, ce logement, il va venir mon logement définitif. Donc ça, c'est vraiment la personne âgée qui ne se voit pas aller ailleurs. Donc voilà. Quant aux actifs, se pose une deuxième question, c'est où je vais aller ? J'ai un métier, j'ai un emploi. Si je pars, je perds mon emploi. Donc je ne peux pas partir. Et là, on nous demande de l'argent pour acheter des voitures, pour imaginer la possibilité d'aller vivre ailleurs. Donc on est confronté à une situation où on a envie de continuer, mais on ne sait pas où aller, et on ne sait pas comment y aller. Et en tout cas, où aller, ça c'est vraiment la première question. Notre territoire est quand même pas si grand que ça, mais il faut quand même faire à peu près une 60aine de kilomètres pour récupérer une commune plus urbaine, avec des emplois. Et encore, la probabilité de trouver un emploi n'est pas si facile que ça. Donc oui, on est confronté à ça. On n'a pas la solution, bien sûr. Ce serait merveilleux, mais on ne l'a pas. Donc c'est vraiment un accompagnement au fil de l'eau, régulier. Ils nous voient souvent. On arrive avec pas grand-chose, mais on arrive avec quelque chose. Mais ça permet d'ouvrir la discussion. Et puis surtout d'alerter la préfecture, puisqu'on est en lien très direct avec la préfecture, sur ce malaise qui commence à monter. Et la limite au-delà duquel nous, on ne peut plus intervenir. Oui, bien sûr. De l'attention et de la proximité, c'est ce que j'entends dans vos propos. Merci à vous. Nabil Wakim, je vous ai vu hocher de la tête à plusieurs reprises. Voulez-vous réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent ? Oui, ces témoignages sont, je trouve, particulièrement touchants et intéressants, et nous rappellent à quel point en fait le changement climatique c'est une réalité concrète déjà aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. C'est-à-dire on n'est pas dans un cadre théorique. Il y a un point quand même sur lequel j'aimerais insister quand on parle de solutions, c'est en fait ce qu'a dit Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure. C'est-à-dire que quand même la première chose à faire pour s'adapter au changement climatique, c'est quand même de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même ce point très important qui paraît peut-être une évidence pour certaines et certains d'entre vous, mais pas toujours du point de vue des gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que si on veut pouvoir vivre
vivre dans ces mêmes territoires dans 20 ans, dans 30 ans, et ben en fait, il faut quand même déjà que massivement, on baisse notre consommation d'énergie fossile, on change notre modèle agricole. Enfin voilà, ces choses sont vraiment très importantes parce que sinon, notre adaptation, les investissements qu'on va faire pour notre adaptation n'auront pas beaucoup de sens si en fait on est sur des territoires qui sont tout simplement inhabitables. La deuxième chose, et c'est là c'est moi qui cite Pascal Brice, mais je crois que c'est un mot qui est vraiment important, qui a été dit tout à l'heure, c'est celui de la coopération. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce dont on a besoin à tous les niveaux, c'est de coopération et de solidarité. Face à la crise qu'on a, qui est aussi une crise de l'isolement d'un certain nombre de gens, en fait, on peut aussi essayer, pour faire un peu essayer de voir le verre à moitié plein, on peut essayer de se dire qu'on a là une opportunité, de se dire qu'il faut reconstruire, renforcer les réseaux de solidarité qui sont existants, en reconstruire de nouveaux, utiliser des réseaux de solidarité qui existent. On peut penser, je ne sais pas moi, aux associations sportives, aux associations de parents d'élèves, à tout un certain nombre de réseaux qui existent de voisinage, par exemple, en disant, voilà, on pourrait aussi peut-être mobiliser ces réseaux-là pour dire, voilà, collectivement, ce qu'on peut faire en période de canicule. Je sais pas, on pourrait se dire, voilà, il faut lister dans un quartier, dans un village, les groupes WhatsApp qui existent et les groupes Facebook qui existent de prêts, de matériel ou de ce genre de choses, c'est-à-dire aussi répertorier de manière presque systématique, en fait, les solidarités qui aujourd'hui peuvent exister de manière plus informelle pour pouvoir les mobiliser pour faire face à ces crises-là. Et le troisième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de l'anticipation, c'est-à-dire que, encore une fois, on aura du mal à faire face à ces situations si on n'est évidemment que dans l'urgence. Et cette anticipation, elle doit être faite, je ne sais pas comment dire, on va dire ça avec finesse, parce qu'on voit bien qu'on a des territoires et des populations qui ne font pas face aux mêmes défis, face aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Et donc, on ne peut pas imposer les mêmes choses partout. Et donc, il faut trouver cet équilibre entre ce que peuvent apporter les politiques publiques pour structurer une vision commune, engager des investissements, ce que peuvent faire les entreprises du territoire, et puis ce que peuvent faire les acteurs locaux. Parce que, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes enjeux en montagne que dans le littoral, que dans les villes. Et puis peut-être un dernier point, parce que je pense que ça concerne beaucoup d'entre nous, c'est vraiment la question des villes. On a parlé beaucoup de la question du logement, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes, et c'était une des choses qui était surprenante dans le travail qu'on a fait collectivement au Monde, c'est de voir que beaucoup de villes qu'on n'imaginait pas être très vulnérables au changement climatique, comme Strasbourg, comme Grenoble, comme Lyon. Moi, je suis lyonnais, alors évidemment, ça m'a vexé. Voilà, en fait, sont pas encore à la hauteur parce qu'on n'imagine pas que c'est des endroits dans lesquels, parce qu'ils sont pas dans le sud de la France, donc on se dit pas il va y avoir beaucoup de jours de canicule. Et donc, sont pas encore à la hauteur de ça. Et où là aussi, il faut inventer des nouvelles formes de solidarité entre voisins. Je peux prendre un exemple qui peut paraître un peu stupide, mais il n'existe pas de cadre, par exemple, pour que des voisins, des copropriétés différentes étendent d'un immeuble à l'autre, par exemple, des bâches ou des tissus pour faire de l'ombre, pour résister à des températures extrêmes. Alors ça a l'air d'être un exemple un peu idiot, mais en fait, c'est aussi ce type de coopération de bas niveau, un peu low-tech, à notre échelle, chacun et chacune, qu'il faut aussi réussir à inventer. Et ça, c'est encore des cadres qui sont à mobiliser, mais qui sont aussi porteurs d'espoir, parce que c'est aussi plus joyeux et plus sympa de commencer à réfléchir maintenant à ce qu'on peut faire entre voisins, voisines, parents d'élèves, que de se dire, oh là là, zut, la catastrophe arrive, on va devoir quitter nos logements et vivre les situations qu'on a connues encore ces derniers mois dans le Pas-de-Calais. Merci à vous, Nabil Wakim. Pascal Brice, une réaction peut-être? Ça avait l'air de vous parler. Oui. Non, c'est vrai que j'adhère beaucoup à ce que vous dites là, parce que d'abord sur la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation, en réalité, il y a une cohérence et les gens sentent bien l'incohérence. C'est-à-dire qu'on embarquera les uns et les autres dans l'adaptation, dans la préparation, l'anticipation, que s'il y a des signaux, notamment de politique publique, très clairs sur le fait qu'on fait le maximum pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Bon. Or là, je crois qu'on sent bien que dans notre société, mais comme dans beaucoup d'autres, on n'y est pas encore. On a une espèce de nœud. La réponse à la récente crise agricole montre qu'on n'est pas encore en capacité, collectivement et du point de vue des politiques publiques, à être dans cette cohérence. Donc on a besoin de cette cohérence-là. Et effectivement, dans cette capacité à... c'est vrai que comme on a devant nous, on est dans une situation de fragmentation de la société, de fragilisation de la société et de la solidarité. Du coup, c'est vrai qu'on se dit, mais alors, en vue de ce qui arrive là, de ce dont on parle, ça va être compliqué. Mais je suis convaincu, effectivement, comme vous le disiez, qu'il y a là une formidable occasion.
Parce que la réponse, elle passera par un esprit une responsabilité de chacune et de chacun, un esprit de coopération et un esprit de solidarité. Et notamment en partant de ce qui, partout dans le pays, se fait en termes de réponse à tout ça, qui existe. Donc voilà, là, on sait très bien que dans les moments où ça nous tombe dessus, c'est la colère qui l'emporte. Moi, je l'ai vécu comme consul à certaines époques, quand j'étais confronté à des situations où il y avait des Français qui étaient dans des situations pas possibles. Et là, on se fait engueuler. J'imagine que ça vous arrive aussi parce que les gens sont dans la colère et c'est normal. Donc, il faut qu'on arrive collectivement à construire cette capacité d'anticipation, cette cohérence des politiques publiques et cette capacité à mobiliser ce qui, dans la société, est porteur de réponses non seulement à la question climatique, mais aussi à la question notamment sociale. Jean-Marc, est-ce que vous auriez un mot à ajouter ? On approche de la fin de cette table. Oui, non, mais en fait, je réfléchissais sur ce que vous disiez et ça me faisait penser en fait au mot qu'on n'a pas employé, mais que vous employez, qui est tout le temps là, c'est le mot résilience, bien sûr. Donc en fait, c'était juste ça ma réflexion, c'est tous les ingrédients pour vraiment faire cette résilience. C'est-à-dire que souvent on parle de solidarité. La solidarité, ça ne suffit pas juste de l'appeler pour qu'elle vienne, pour qu'elle prenne. Sous quelle forme on peut parvenir à faire des résiliences, à quelles conditions? C'est un travail à faire vraiment tous ensemble. Merci à vous. Et je vais vous laisser le mot de la fin, Virginie Schwartz, notamment peut-être pour nous parler de ce que vous mettez en place concrètement en direction des personnes vulnérables, et ainsi on terminera sur réellement des solutions pour clôturer cette table ronde. Alors nous sommes un élément très modeste finalement de tout ça, parce que notre rôle, c'est d'essayer d'avertir, de prévenir, de donner des éléments de diagnostic pour aider tous ceux qui gèrent réellement les crises et qui sont aux côtés des populations. Mais c'est vrai que je disais tout à l'heure, le défi pour nous, c'est d'arriver à ce que l'information passe, l'information qui permet d'anticiper la crise, et puis l'information sur les bons comportements, et en particulier vis-à-vis des plus vulnérables, bien sûr les populations à la rue, mais de manière générale, les populations qui sont socialement peut-être plus vulnérables. C'est vraiment un défi pour un établissement comme le nôtre. Et c'est là que la notion du partenariat est essentielle. Et peut-être, du coup, je vais finir effectivement par un exemple un peu positif, parce que c'est bien aussi, quand on travaille sur ces sujets-là, de se dire qu'il y a aussi des choses positives et des belles réalisations. Et j'avais envie de citer une réalisation qui est portée par la Croix-Rouge à La Réunion, par la Piroie, avec Météo France, mais avec tous les acteurs du territoire, avec en particulier le rectorat, qui s'appelle Paré pas paré, qui est une initiative qui passe par les enfants. Et l'idée qu'en formant les enfants, en leur expliquant, en les sensibilisant aux risques et en leur apprenant les bons comportements, ils vont ramener ça chez eux, dans leur famille, quelle qu'elle soit, et ils vont former leurs proches, et qu'avec ça, on va développer une culture du risque. Et donc, dans cette initiative, il y a 100% des élèves de CM1, CM2 qui ont été formés en 2022-2023, 50% des élèves de 6e. Donc on est vraiment sur quelque chose qui touche toutes les populations. C'est en créole aussi, c'est des petits jeux, des BD. Voilà, moi je suis allée sur place, j'ai rencontré les équipes, c'est vraiment formidable et ça marche grâce à l'expertise de la Croix-Rouge qui porte ça, mais aussi parce que vraiment tous les acteurs du territoire sont mobilisés. Nous, on amène le contenu scientifique, le rectorat mobilise les écoles, il y a des entreprises, il y a des associations. Et vraiment, voilà, c'est un bel exemple qui montre que quand on s'y met tous ensemble, on arrive à faire des choses. J'espère que vous avez perçu comme moi la très grande qualité et l'humanité de ces échanges. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous libère. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour conclure cette conférence, je vais accueillir à nouveau sur scène le président de la Croix-Rouge française, Monsieur Dacosta. Monsieur le Président, le rapport de la Croix-Rouge française sur la résilience de la société française face aux risques climatiques, le voici. Je ne l'avais pas encore montré.
Il sort. Il sera accessible également sur les réseaux sociaux. Il sort aujourd'hui et il sera effectivement accessible sur les réseaux sociaux. L'un des constats du rapport est que les citoyens ne sont pas prêts à affronter les crises. Ce constat, on l'a vu au cours de nos échanges. Il est également partagé par nos invités. Quelles sont les propositions de la Croix-Rouge française pour mieux aider les populations à faire face ? Écoutez, il y a un beau mot qui a été prononcé, c'est la résilience des Français face aux crises, et Jean-Marc vient de le dire. C'est toute la démarche d'ailleurs de la stratégie de la Croix-Rouge française. Et nous avons des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que depuis la crise sanitaire, la Croix-Rouge, par exemple, comme d'autres aussi dans le pays, ont vu pratiquement plus de 15 000 nouveaux bénévoles nous rejoindre. Autant dire que la conviction que nous portons, c'est qu'on doit mettre entre les citoyens la capacité d'agir, et une population sensibilisée, éduquée et formée est en capacité d'agir et de faire face à ces crises. Et c'est pour ça que dans les propositions que nous portons, j'en citerai deux. Une première, c'est inciter par exemple tous les citoyens à adopter le réflexe du sac d'urgence, non pas uniquement pour avoir les objets qui sont utiles au moment venu, mais à travers ce sac d'urgence, c'est la sensibilisation aux gestes et aux comportements. S'hydrater, alerter, se protéger, c'est autant d'éléments qui, à travers des objets, permettent cette sensibilisation. Et le sac d'urgence doit permettre, en effet, de répondre aux besoins des 2 premiers jours en cas de besoin, mais il peut aussi, comme nous venons de le dire, dans des programmes comme Paré, pas paré, rentrer dans cette démarche de sensibilisation vis-à-vis des parents. Puis la deuxième, c'est, par exemple, le fait que notre pays, aujourd'hui, a 40% de Français formés aux gestes qui sauvent, alors que nos voisins allemands en sont à 80%. Et donc, il faut qu'on fasse un effort pour que la population française soit non seulement formée aux gestes qui sauvent, mais nous disons de plus en plus à la Croix-Rouge française aux comportements qui sauvent, parce que ça passe aussi par la formation, par la transmission. Et en cela, les efforts que nous avons menés récemment sur un plan de relance secours montrent qu'il y a une attente très forte de la population par rapport à cet apprentissage. Ce rapport 2024 est construit autour d'une succession de constats, quelques solutions aussi envisagées. Je vais vous partager les constats et vous demander de nous dire ce que vous pouvez développer les concernant. Voici le constat que je vous propose. Le soutien aux populations est trop souvent le grand oublié de la réponse aux crises. Que peut-on dire à ce sujet ? C'est tout simplement la nécessité d'anticiper et de nous organiser face à ces crises qui vont être de plus en plus fréquentes. Alors, à la Croix-Rouge française, nous avons observé et nous avons constaté que le 13 octobre est une journée nationale annuelle d'exercice que les pouvoirs publics, le 13 octobre, a lancée. Eh bien, nous pensons qu'il s'agit de s'emparer de ces dynamiques-là et de pouvoir tester sur le terrain, partout en France, des scénarios de crise pour mieux connaître à la fois les procédures et puis lancer une mobilisation collective. Et c'est une occasion qui nous est donnée pour que chacun puisse mieux connaître les risques de son territoire, apprendre les bons comportements, se mobiliser. En fait, à travers une dynamique comme celle-là, et c'est un exercice sur lequel nous invitons nos concitoyens à nous rejoindre, c'est à la fois un défi humain qui invite, par exemple, à renforcer une sorte de corps de volontaires qui sont prêts à s'engager. Ça commence par les voisins, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et ça va au-delà. Et puis un engagement, pourquoi pas, dans des associations comme les nôtres qui sont là, et que Fabienne a expliqué la mobilisation de nos bénévoles sur des exemples de terrain. Mais c'est aussi les compétences, on le voit, des compétences techniques de gestes qui sauvent. Nous sommes maintenant passés au soutien psychologique. Et donc, ce soutien psychologique pendant et après la crise est devenu essentiel. Et puis, vous l'avez vu, la question aussi des prépositionnements de matériel. Je compléterai par notre exemple de La Réunion, parce que ce qui fait la force à La Réunion, c'est non seulement les programmes d'éducation dans les écoles, c'est aussi la formation à l'université que porte la Croix-Rouge française sur les crises et sur la culture du risque, puisque c'est la Croix-Rouge qui porte ce programme en coopération avec l'Université de Saint-Denis, mais c'est aussi une plateforme remarquable de prépositionnement de matériel qui agit à la fois sur les territoires français de l'océan Indien, mais sur l'ensemble des autres voisins qui bénéficient de cette approche logistique de matériel. Et nous pensons qu'au-delà des centres d'accueil des impliqués que nous avons sur le territoire, il y a toute une approche d'accompagnement des populations sur le plan logistique.
Merci à vous. Autre constat que vous retrouverez dans ce rapport Résilience 2024, les crises climatiques sont un accélérateur de vulnérabilité et vous proposez quelques mesures ciblées, quelques recommandations. Dites-nous en plus. Je crois que ça a été très présent dans les interventions de la table ronde qui vient de se passer, c'est que nous devons en effet mieux protéger les personnes les plus vulnérables, et ça a été rappelé dans toutes les interventions, face aux catastrophes d'origine naturelle. C'est pour nous une question à la fois d'humanité, une question de dignité, mais aussi c'est parce que l'impact est bien plus puissant, beaucoup plus fort sur ces populations, et en particulier y compris sur des seniors ou des personnes qui perdent tout à cette occasion. Ce que nous constatons, c'est que nous avons des gestes simples ou des propositions qui, par le passé, se faisaient naturellement dans nos villes. Il y avait des douches publiques, il y avait des points d'eau qui ont disparu. Et donc, il nous faut revenir à des éléments qui étaient constitutifs de la vie en communauté. Offrir systématiquement un lieu de repos, de mise à l'abri, ainsi que tout simplement l'accès à un point d'eau, un point de toilette, l'hygiène pour tous. On voit bien qu'au-delà de l'expertise que nous avons développée autour des plans grand froid, il nous faut quasiment un plan grand chaud, c'est-à-dire que nous devons préparer des canicules qui, vous l'avez vu dans les chiffres, elles sont là, elles sont bien réelles. Et puis, plus fondamentalement, ce qui est important, c'est de renforcer les mécanismes de veille sociale, de détection des personnes les plus isolées, les plus vulnérables, pour mieux les protéger, pour mieux les accompagner. Nous l'avons vu notamment à travers le SAMU social que nous portons sur 75% du territoire national. C'est bien parce que nous avons mis en place des registres qui identifient les personnes avant les crises, parce que l'on a identifié ces personnes vulnérables, parce qu'il y a des personnes qui en proximité savent où ils habitent, que l'action est tout à fait possible. Je me souviens pour ma part d'une visite à Marie-Galante avec l'équipe du SAMU social et j'ai vu l'action coordonnée entre nos salariés qui étaient là, mais aussi le bénévole qui agissait juste au coin de la rue et qui apportait, qui faisait le dernier mètre pour permettre la confiance et l'accompagnement des personnes. En fait, vous le verrez dans le rapport, c'est une dizaine de propositions que nous portons. Elles peuvent s'enrichir de nouvelles propositions. L'idée concrète de tout cela, c'est que nous sommes un mouvement d'action et nous avons inventé, vous le savez, les conventions de Genève, mais en partant déjà d'une expérience sur un champ de bataille qui était Solferino il y a plus de 160 ans. Et donc nous sommes convaincus qu'à travers ces propositions toutes simples, toutes basiques, on peut complètement changer aussi le cadre d'engagement de la société et sans doute ensemble construire de nouveaux réflexes et une nouvelle solidarité. Et encore une fois, ce rapport que nous avons évoqué tout au long de ces présentations aujourd'hui, le voici, événements climatiques extrêmes, sommes-nous prêts à l'inévitable? Une synthèse est à votre disposition à la sortie, mais il faudra prendre le temps de la demander, on ne la distribue pas systématiquement. Voilà, ainsi vous savez tout. Merci beaucoup, Monsieur Dacosta. Merci à vous pour l'animation. Et merci à vous toutes et tous pour votre attention aujourd'hui. Je vous invite vivement à faire l'expérience des 2 ateliers qui ont été prévus spécialement pour vous. Le premier, vous en avez entendu parler à plusieurs reprises, il s'agit du sac d'urgence. Savez-vous constituer votre sac d'urgence? Et vous avez vu, c'est important de le savoir, eh bien, cet atelier vous attend à l'entrée dans la salle, juste à l'entrée du bâtiment sur votre droite. Le deuxième atelier, c'est un dispositif de réalité virtuelle appelé Inondation qui va vous projeter dans les conditions d'une des crises naturelles auxquelles nous faisons face de plus en plus fréquemment aujourd'hui. Une dernière petite information et je vous promets, je vous libère parce que je vous vois trépigner. Sachez qu'un cocktail vous attend au 3e étage. L'espace y est un petit peu réduit, donc peut-être n'y allez pas tous en même temps. Voilà, un petit conseil. Un grand merci à vous et bonne soirée. Merci à vous.